Je veux que vous vous souveniez de quelque chose à propos de l'humiliation. La véritable humiliation n'arrive pas toujours avec des voix qui s'élèvent ou des portes qui claquent. Parfois, elle arrive au milieu du dîner de Noël, enveloppée dans des mots calmes et un ton désinvolte, prononcés par la personne que vous avez élevée de vos propres mains. Jour de Noël 2023, Denver, Colorado. La neige tombait en d'épais rideaux silencieux à l'extérieur de la fenêtre de la salle à manger de ma fille. L'odeur du jambon glacé se mêlant à la cannelle des bougies qu'Aaron avait placées sur le manteau de la cheminée. Tout le monde était rassemblé autour de sa table. Aaron et son mari Joseph, ses parents, toute la famille de son frère, même une tante du Texas en visite que je n'avais jamais rencontrée avant cet après-midi. 11 personnes au total, et moi. J'étais assise près du bout de la table, plus près de la cuisine que de la cheminée, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'avais appris il y a longtemps à ne pas trop interpréter les plans de table. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que j'étais simplement reconnaissante d'être incluse. Au milieu du repas, Aaron posa sa fourchette. Elle avait cette expression sur le visage, celle qu'elle prend quand elle est sur le point de faire une annonce qu'elle a déjà décidée comme étant finale. Je la reconnaissais depuis ses 16 ans, quand elle m'a dit qu'elle arrêtait le softball, ou quand elle avait 22 ans et a dit qu'elle emménageait avec Joseph avant le mariage. Elle me regarda droit dans les yeux. « Maman, dit-elle, sa voix si stable et claire que les conversations autour de nous commencèrent à s'estomper. Tes besoins passent en dernier. La famille de mon mari passe en premier. » Les mots flottaient là, comme de la fumée. Joseph, assis à côté d'elle, hocha la tête. Il ne m'a même pas jeté un regard. Juste un petit hochement de tête approbateur, comme si elle avait dit quelque chose d'aussi simple que « S'il te plaît, passe le sel ». La table devint silencieuse. Les fourchettes s'immobilisèrent. Le verre de quelqu'un tinta contre une assiette. Sa mère baissa les yeux sur ses mains. La femme de son frère s'intéressa soudainement beaucoup à sa serviette, mais personne ne dit un mot. Et Aaron, elle n'a pas bronché, n'a pas adouci les choses, n'a pas ajouté « Je ne le pensais pas comme ça ». Ou « Tu sais ce que je veux dire ». Elle est restée assise là, calme comme un dimanche matin, attendant ma réponse. J'ai attrapé mon verre d'eau. Ma main ne tremblait pas, ce qui m'a surprise. J'ai pris une longue gorgée, l'ai reposée et j'ai rencontré ses yeux. Bon à savoir, ai-je dit. C'est tout. 3 mots. Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas demandé de s'expliquer devant tout le monde. Je n'ai pas pleuré, ni me suis levé, ni fait une scène. J'ai simplement accusé réception de ce qu'elle avait dit, de la même manière qu'on accuserait réception de quelqu'un vous disant qu'il va pleuvoir demain. La pièce frémit d'inconfort. Quelques personnes bougèrent sur leurs chaises. Le père de Joseph se racla la gorge et marmonna quelque chose à propos du temps. Sa tante du Texas trouva soudain une raison d'aller voir le dessert dans la cuisine. Mais Aaron n'est pas revenu sur ses paroles. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'avait même pas l'air mal à l'aise. Elle a simplement repris sa fourchette et a continué à manger comme si elle avait annoncé le programme du dîner au lieu de classer ma valeur dans sa vie. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. D'où regardez-vous ceci en ce moment? Quelle heure est-il où vous êtes? J'adorerais savoir. Alors, laissez un commentaire et dites-le moi. Et si cette histoire résonne déjà en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner, car ce qui suit va vous montrer exactement ce qui se passe quand une mère arrête enfin de se plier. Maintenant, retournons à cette table. Je suis resté pour le reste du repas car partir immédiatement aurait aggravé les choses. Je n'ai jamais été le genre de femme à partir en claquant la porte. J'ai été élevé pour endurer, pour arrondir les angles, pour m'assurer que tout le monde se sente à l'aise même quand je me brisais à l'intérieur. Alors, je suis resté. J'ai souri quand la mère de Joseph a complimenté les haricots verts. J'ai hoché la tête quand son frère a parlé de l'équipe de basket de son fils. J'ai même aidé à débarrasser les assiettes quand le dessert a été terminé, les empilant soigneusement dans la cuisine d'Aaron pendant qu'elle riait de quelque chose que Joseph disait dans l'autre pièce. Mais à l'intérieur, quelque chose avait bougé. Pas cassé, pas fissuré, bougé. Comme un os qui avait été déplacé pendant des années et qui se remettait enfin en place. Et le soulagement était si vif qu'il ressemblait presque à de la douleur. Quand j'ai finalement dit au revoir, Aaron m'a raccompagné à la porte. Elle m'a embrassé sur la joue comme elle le faisait toujours, légèrement et rapidement, pensant déjà à retourner auprès de ses invités. « Conduis prudemment, maman, dit-elle.
Les routes deviennent mauvaises. Je le ferai, lui ai-je dit. Elle a souri et a fermé la porte. Je suis resté un moment sur son porche, écoutant les sons étouffés des rires et des conversations à l'intérieur. La neige tombait plus fort maintenant, s'accumulant sur mon manteau et dans mes cheveux. Je suis allé à ma voiture, j'ai balayé la neige du pare-brise avec ma manche, et je me suis assise sur le siège du conducteur avec le moteur en marche, attendant que le chauffage se mette en route. Et c'est là que ça m'a frappé. Pas la colère, pas la tristesse, la clarté. Pendant 26 ans, j'avais tout consacré à élever cette fille. J'ai fait des doubles services quand elle avait besoin d'un appareil dentaire. J'ai nettoyé des immeubles de bureaux la nuit pour qu'elle puisse jouer au softball. J'ai mangé des ramen pendant des semaines pour qu'elle puisse faire son voyage de fin d'études. J'ai payé pour son université, sa voiture, son opération, sa maison. Je l'ai fait sans hésitation, sans tenir les comptes, sans jamais dire une seule fois, tu me dois quelque chose. Parce que c'est ce que font les mères. Ou du moins, c'est ce que je pensais que les mères étaient censées faire. Mais quelque part en chemin, tout ce dont lui avait appris quelque chose que je n'avais jamais eu l'intention de lui apprendre. Ça lui a appris que je serais toujours là, que je dirais toujours oui, que mes besoins n'avaient pas d'importance, que je passais en dernier. Et le pire, c'est qu'elle venait de le dire à voix haute devant tout le monde. Et personne ne m'avait défendu. Pas Joseph, pas sa famille, pas même Aaron elle-même. Après que les mots aient quitté sa bouche, parce qu'ils le croyaient tous, aussi. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers les rues vides, serrant le volant à deux mains, rejouant ces mots encore et encore dans ma tête. Tes besoins passent en dernier. La neige tombait si épaisse que je pouvais à peine voir la route devant moi. Mais je m'en fichais. Je continuais à conduire, laissant les essuie-glaces balayer d'avant en arrière dans un rythme qui correspondait au battement de mon cœur. Quand je suis finalement arrivé dans mon allée, la maison était sombre. J'avais laissé les lumières du sapin de Noël sur une minuterie, mais elles s'étaient déjà éteintes pour la nuit. J'ai déverrouillé la porte, suis entré, et n'ai pas pris la peine d'allumer les lampes. Je suis juste resté là, dans le salon sombre, à regarder la silhouette vague du sapin dans le coin, et j'ai laissé la vérité s'installer sur moi comme la neige s'installait dehors. J'avais élevé ma fille pour qu'elle sache qu'elle était aimée, mais je l'avais aussi élevée pour qu'elle croie que je n'avais pas d'importance, et c'était de ma faute. Je me suis dirigé vers le canapé et me suis assise, portant toujours mon manteau, encore froide du trajet. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je ne me suis pas versé un verre ni allumé la télévision, ni fait aucune des choses que les gens font quand ils essaient de se distraire de quelque chose de douloureux. Je suis juste resté assise là et j'ai pris une décision. Pas une décision bruyante, pas une décision dramatique, juste une décision calme et ferme qui semblait être le premier vrai choix que j'avais fait depuis des décennies. Je n'allais pas arranger ça. Je n'allais pas m'expliquer. Je n'allais pas la supplier de me voir différemment. J'allais simplement arrêter de donner, arrêter de me plier, arrêter de me mettre en dernier. Parce qu'Aaron m'avait enfin dit la vérité, et le moins que je pouvais faire était d'écouter. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Au lieu de cela, je suis resté assise dans ce salon sombre jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir, pensant à comment nous en étions arrivés là, à où tout avait commencé. 1997, c'est là que tout a changé. Aaron avait 4 ans, encore assez petite pour que je puisse la porter sur ma hanche quand elle était fatiguée. Son père et moi étions ensemble depuis mes 23 ans, mariés à 25, et au moment où Aaron est arrivé, je pensais que nous avions trouvé comment faire pour que ça marche. J'avais tort. C'était un rêveur. Le genre d'homme qui avait toujours la prochaine grande idée mais ne la menait jamais à bien. Il avait promis de trouver un travail stable pour aider davantage avec Aaron. D'arrêter de disparaître pendant des jours, et je l'ai cru à chaque fois jusqu'au jour où j'ai arrêté. C'est arrivé derrière un Safeway sur l'avenue Colfax à Aurora. Je lui avais demandé de me retrouver là-bas pendant ma pause déjeuner parce que nous devions parler de factures. Le loyer était de nouveau en retard. La compagnie d'électricité avait envoyé un dernier avis. Aaron avait besoin de nouvelles chaussures parce qu'elles avaient dépassé celles que je lui avais achetées 3 mois plus tôt. Il est arrivé avec 20 minutes de retard dans une berline cabossée que je n'avais jamais vue auparavant. Plaque d'un autre état, Nevada, je crois. Il n'est pas sorti de la voiture, a juste baissé la vitre et m'a regardé avec des yeux fatigués. « Je ne peux plus faire ça », a-t-il dit. Je tenais la main d'Aaron. Elle mangeait un cookie que j'avais mis dans mon sac, complètement inconsciente que son monde était sur le point de se diviser en deux.
Faire quoi, ai-je demandé, même si je le savais déjà, la paternité, le mariage, tout ça, il s'est frotté le visage avec ses deux mains. Je ne suis pas fait pour ça. Je pensais que je le serais, mais je ne le suis pas, alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je pars aujourd'hui. Tout de suite. Aaron a tiré sur ma main, demandant si nous pouvions aller voir les canards dans l'étang de l'autre côté de la rue. Je lui ai dit d'attendre juste une minute, ma chérie. Je l'ai regardé à nouveau. Où vas-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Ça pourrait en avoir pour elle. Il a jeté un regard à Aaron pendant peut-être 2 secondes, puis a détourné les yeux. Dis-lui que je suis désolé. Et c'était tout. Il a remonté la vitre, a mis la voiture en marche arrière, et est sorti de ce parking comme s'il faisait juste une course, comme s'il ne venait pas d'abandonner toute sa famille. Je suis resté là à regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Aaron a de nouveau tiré sur ma main. Maman, on peut voir les canards maintenant? Oui, bébé, ai-je dit, forçant un sourire. On peut voir les canards. Je ne lui ai jamais dit ce qui s'était passé ce jour-là. Pas toute la vérité. Quoi qu'il en soit, quand elle a grandi et a commencé à demander où était son papa, j'ai juste dit qu'il avait dû partir et ne pouvait pas revenir. Je ne l'ai jamais dénigré. Je ne lui ai jamais dit qu'il nous avait abandonnés. Je n'ai jamais voulu qu'elle porte ce poids. Mais je l'ai porté. Tout. Les factures, le loyer, la peur de ce qui arriverait si je n'y arrivais pas, la honte d'être une mère célibataire dans un monde qui vous regardait encore de travers pour ça. J'ai pris tous les services que je pouvais au centre d'appel où je travaillais. Quand ce n'était pas assez, j'ai commencé à nettoyer des bureaux la nuit après qu'Aaron soit allé au lit. Ma voisine, Madame Kapoor, l'a gardé gratuitement parce qu'elle disait « toute mère mérite de l'aide », et elle le pensait. Je rentrais à la maison à 2 heures du matin sentant l'eau de Javel et le produit à polir les sols, épuisé jusqu'à la moelle, et j'allais voir Aaron, dormant dans son petit lit. Je la regardais respirer, son visage paisible et parfait, et je me promettais qu'elle ne ressentirait jamais ce que j'avais ressenti ce jour-là sur le parking du Safeway. Elle ne se sentirait jamais abandonnée. Elle ne se demanderait jamais si elle était suffisante. Elle ne manquerait jamais de rien. Et j'ai tenu cette promesse. Quand elle a eu besoin d'un appareil dentaire en 2007, j'ai fait des heures supplémentaires pendant 6 mois d'affilée pour couvrir le plan de paiement. Quand elle a voulu jouer au softball en 2009, j'ai acheté le gant, les crampons, les frais d'inscription, même si cela signifiait que je mangeais de la soupe et des crackers pour le dîner la plupart des soirs de cette saison. Quand elle a pleuré en 4e parce qu'elle n'avait pas les mêmes vêtements que les autres filles, j'ai pris un contrat de nettoyage supplémentaire et je lui ai acheté ce dont elle avait besoin. Je n'ai jamais dit non. Je ne lui ai jamais fait sentir que l'argent était rare. Je ne l'ai jamais laissé me voir en difficulté parce que dans mon esprit, c'est ce que faisaient les bonnes mères. Elles absorbaient la douleur pour que leurs enfants n'aient pas à le faire. Mais ce que je n'ai pas réalisé, ce que je ne pouvais pas voir à l'époque, c'est que je lui enseignais quelque chose de dangereux. Je lui enseignais que mes besoins n'existaient pas. Que j'étais un puissant fond dans lequel elle pouvait puiser pour toujours. Que le sacrifice était juste ce que je faisais, pas quelque chose qui me coûtait quoi que ce soit. Au moment où elle est arrivée au lycée, c'était devenu automatique. Elle demandait quelque chose et je trouvais un moyen de le lui donner. Un nouveau téléphone, un voyage scolaire, de l'argent pour le bal de promo, de l'essence pour la voiture que je lui avais achetée à ses 16 ans. Elle n'a jamais demandé si j'en avais les moyens. Elle a juste supposé que je pouvais, et je l'ai laissé faire. Quand elle a été acceptée à l'Université d'État du Colorado en 2012, j'ai pleuré sur le parking du bureau des admissions. Pas parce que je n'étais pas fier. J'étais si fier que je pensais que mon cœur allait éclater. J'ai pleuré parce que je n'avais aucune idée de comment j'allais payer pour ça. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai toujours trouvé. J'ai contracté des prêts. J'ai travaillé toutes les heures que je pouvais. J'ai vendu des choses dont je n'avais pas besoin et quelques-unes dont j'avais besoin. J'ai fait en sorte que ça arrive parce que c'est ce que je faisais depuis 1997. Faire en sorte que ça arrive, tenir le coup, la protéger de la vérité. Elle a obtenu son diplôme en 2016 avec une licence en marketing et une offre d'emploi à Denver. J'étais si soulagé que j'ai failli m'effondrer. Enfin, pensais-je, enfin, elle est installée. Enfin, je peux respirer. Mais ça ne s'est pas arrêté. La même année, sa voiture est tombée en panne. Panne de transmission.
La réparation coûtait plus cher que la valeur de la voiture. Alors, je lui ai acheté une Honda d'occasion. Fiable, sûre, exactement ce dont elle avait besoin. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « Merci, maman. Tu es la meilleure. » Et je croyais que c'était tout ce dont j'avais besoin d'être. La meilleure. Celle qui réparait les choses, celle qui était toujours là. En 2018, elle a subi une opération de la vésicule biliaire. L'assurance a couvert la plupart des frais, mais il y avait encore une partie qu'il refusait de payer. Aaron m'a appelé en larmes, disant qu'elle ne savait pas quoi faire. J'ai payé. Bien sûr que je l'ai fait. En 2020, elle et Joseph voulaient acheter leur première maison, mais les taux hypothécaires avaient grimpé et il leur manquait une partie de la compte. Elle n'a même pas eu à demander. J'ai offert. Je me suis dit que c'était un investissement dans son avenir. Je me suis dit que n'importe quelle mère ferait de même. Je me suis dit que c'était de l'amour. Et peut-être que c'en était. Mais c'était aussi de la peur. La peur que si je disais non un jour, si je me mettais en premier, si j'arrêtais d'être la personne qui la sauvait de chaque problème, elle me regarderait comme j'ai regardé son père ce jour-là sur le parking, comme si je n'étais pas suffisante. Alors, j'ai continué à donner. Et elle a continué à prendre. Pas parce qu'elle était cruelle, pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce que je l'avais entraînée à le faire. Assise dans mon salon cette nuit de Noël, regardant la forme sombre du sapin dans le coin, j'ai enfin vu le schéma clairement. Chaque fois que je m'effaçais pour lui faire de la place, je lui apprenais que je n'avais pas besoin de place. Chaque fois que je disais oui quand j'aurais dû dire non, je lui apprenais que mes limites n'existaient pas. Chaque fois que je sacrifiais sans reconnaître le coût, je lui apprenais que le sacrifice était gratuit. Et maintenant, 26 ans plus tard, elle m'avait regardé dans les yeux et avait dit exactement ce que j'avais passé des décennies à lui apprendre. Tes besoins passent en dernier. Je me suis levé du canapé, mes jambes raides d'être resté assis si longtemps. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la neige qui tombait toujours, couvrant tout de silence. Et j'ai murmuré à la pièce vide, plus jamais. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique, mais c'était réel. Et pour la première fois en 26 ans, je le pensais. Le soleil s'est levé le 26 décembre, et j'étais toujours éveillé, toujours assise dans ce salon, retournant tout dans mon esprit. Mais quelque chose avait changé pendant ces heures calmes. Le brouillard s'était levé. Je pouvais voir clairement maintenant, peut-être pour la première fois depuis des décennies. Je devais connaître la vérité, la vraie vérité, pas l'histoire que je m'étais racontée sur l'amour et le sacrifice, mais le coût réel de ces 26 années. J'ai fait du café, fort et noir, et je suis allé au placard du couloir où je gardais mes dossiers, des boîtes et des chemises et des enveloppes remplies de reçus, de relevés bancaires, de confirmations de paiement, des choses que j'avais gardées sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi a toujours su que j'aurais besoin de preuves un jour. J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger. Puis j'ai commencé à additionner. J'ai commencé par 1997, l'année où son père est parti. L'année où nous sommes devenus juste nous deux contre tout. Les frais de garde d'enfants pendant que je faisais des doubles services. Les vêtements et les chaussures qu'elle dépassait tous les quelques mois. Les fêtes d'anniversaire que j'organisais même quand je pouvais à peine payer les courses. Les cadeaux de Noël que je mettais sur des cartes de crédit que je remboursais encore des années plus tard. Puis l'école primaire, les frais de sortie scolaire, les fournitures scolaires, le violon qu'elle voulait apprendre qui coûtait $200, d'occasion, les leçons chaque semaine pendant un an jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle n'aimait plus ça. Je ne me suis pas fâché quand elle a arrêté. J'ai juste mis le violon dans le placard et j'ai continué à travailler. Le collège a apporté les appareils dentaires, $3800 sur 2 ans. J'ai pris tous les services supplémentaires que je pouvais au centre d'appel. J'ai pris 3 immeubles de bureaux supplémentaires à nettoyer la nuit. Je me souviens de mes mains gercées et saignantes à cause des produits chimiques pendant l'hiver 2007, les enveloppant de bandages avant d'aller à mon travail de jour pour que personne ne le voie. Aaron a enlevé son appareil en 2009 et son sourire était parfait. C'est ce qui comptait. Je me suis dit que c'était pour ça. La même année, elle a rejoint la ligue de softball. Inscription, équipement, déplacement pour les tournois à Colorado Springs et Fort Collins. Je l'ai conduite à chaque match, même ceux qui commençaient à 7 heures du matin le samedi après que j'ai travaillé jusqu'à 3 heures à nettoyer des bureaux. Je me suis assise dans ses gradins et j'ai encouragé jusqu'à en perdre la voix. Elle n'a jamais su que je fonctionnais avec 2 heures de sommeil.
Le lycée était pire. Pas parce qu'elle était difficile, mais parce que les coûts devenaient plus importants. Les robes de bal de promo, les dépenses du bal de fin d'année, le voyage de fin d'études en Californie, les frais de candidature à l'université. Quand elle a été acceptée à Colorado State en 2012, j'étais terrifié. Je gagnais un salaire décent à l'époque, mais décent n'était pas suffisant pour les frais de scolarité, le logement, la nourriture, les livres, tout ce dont une étudiante a besoin. J'ai contracté des prêts à mon nom. J'ai pris des services le week-end. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements pour moi. J'ai appris à me couper les cheveux moi-même. J'ai conduit ma voiture jusqu'à ce que le voyant de contrôle du moteur devienne un élément permanent sur le tableau de bord. Je lui ai envoyé de l'argent tous les mois pendant 4 ans. Loyer, courses, manuel qui coûtait $300 chacun, un ordinateur portable quand le sien est mort pendant la semaine des examens, des billets d'avion pour rentrer à la maison pour les vacances. Elle a obtenu son diplôme sans dette. Je remboursais encore ses prêts. 2016, la voiture, son ancienne est morte, et elle avait besoin de quelque chose de fiable pour son nouveau travail. J'ai dépensé $7,200 pour une Honda Civic d'occasion. Je ne lui ai pas dit que j'avais vidé mon fonds d'urgence pour le faire. 2018, l'opération, ablation de la vésicule biliaire, l'assurance a couvert la plupart des frais, mais il restait $4,300 qu'il refusait de payer. Elle m'a appelé en pleurant, disant qu'elle ne savait pas quoi faire, et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je l'ai mis sur une carte de crédit et j'ai fait des paiements minimums pendant l'année suivante. 2020, la maison. Elle et Joseph ont trouvé une première maison dans un quartier décent, mais il leur manquait une partie de la compte. Ils avaient besoin de $12,000. Je le leur ai donné. Je leur ai dit que c'était un cadeau. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter de me rembourser. Je leur ai dit que j'étais heureuse de les aider à commencer leur vie ensemble. Je ne leur ai pas dit que j'économisais cet argent pour mon propre avenir. Pour le jour où je pourrais prendre ma retraite, où mon corps lâcherait enfin après toutes ces années de double service et de nettoyage de nuit. Je ne leur ai pas dit que j'avais des rêves, moi aussi. Mais je leur ai donné l'argent quand même parce que c'est ce que je faisais toujours. Je me suis assise à ma table de salle à manger avec des reçus et des relevés bancaires couvrant chaque surface et j'ai tout additionné. Le chiffre m'a fait trembler les mains. $68,417. C'est ce que je lui avais donné en 26 ans. Et cela ne comptait même pas les petites choses. Les courses que j'avais achetées et déposées quand l'argent était rare pour eux. Les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, les dîners que j'avais payés, l'argent pour l'essence, les $100 ici et là quand elle mentionnait que les choses étaient stressantes. $68,000. J'ai regardé ce chiffre pendant un long moment. Je veux être clair sur quelque chose. Je ne regrettais pas de lui avoir donné ces choses. Je ne regrettais pas de m'être épuisé au travail pour m'assurer qu'elle avait ce dont elle avait besoin. Je ne regrettais même pas les sacrifices. Ce que je regrettais, c'était ce que ça lui avait appris. Ça lui a appris que j'étais une ressource inépuisable. Ça lui a appris que l'argent apparaissait chaque fois qu'elle en avait besoin. Ça lui a appris que mon confort, mon avenir, mes besoins n'avaient pas autant d'importance que les siens. Et le pire, c'est que je me l'étais infligé à moi-même. Chaque fois que j'ai dit oui quand je voulais dire non, je l'ai entraîné à s'attendre à un oui. Chaque fois que j'ai donné sans fixer de limite, je l'ai entraîné à prendre sans demander. Chaque fois que j'ai prétendu que le sacrifice ne me coûtait rien, je l'ai entraîné à croire que c'était gratuit. Je pensais être une bonne mère. Mais en fait, je m'effaçais moi-même. J'ai rassemblé tous les papiers et les ai remis dans les dossiers. Mais cette fois, je ne les ai pas rangés. Je les ai empilés proprement sur le coin de mon bureau où je pouvais les voir. Des preuves, un miroir me montrant exactement ce que j'avais fait pendant plus de 2 décennies. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai regardé mon compte chèque, mon épargne, le petit compte de retraite auquel j'avais contribué chaque fois que je le pouvais. J'ai regardé la carte de crédit que j'avais utilisée pour l'opération d'Aaron, qui portait encore un solde, le prêt personnel que j'avais contracté pour aider avec ses frais d'université, qui était encore en cours de remboursement petit à petit. J'ai tout regardé avec de nouveaux yeux. Et puis j'ai commencé à faire des changements. D'abord, j'ai ouvert un nouveau compte chèque dans une autre banque. Une qu'Aaron ne connaissait pas. Une qui ne lui avait jamais envoyé d'argent en cas d'urgence. Une qui était juste la mienne.
J'ai mis en place des virements automatiques. Mon salaire irait là-bas maintenant. Tout. Ensuite, j'ai passé en revue toutes les dépenses partagées, tous les paiements automatiques que j'avais mis en place au fil des ans pour l'aider, elle et Joseph. Leur assurance auto que j'avais fini par couvrir il y a 6 mois quand l'argent était rare pour eux, les services de streaming que je payais et qu'ils utilisaient. La facture de téléphone qui avait encore à rond sur mon forfait familial même si elle était mariée depuis 3 ans. J'ai tout annulé. Absolument tout. Puis j'ai changé mes mots de passe, compte bancaire, email, tout. Je les ai rendus longs et compliqués, des chaînes de mots et de chiffres qu'Aaron ne devinerait jamais. Je ne le faisais pas pour lui faire du mal. Je le faisais pour me sauver. Quand j'ai eu fini, il était presque midi. J'y avais passé des heures. Mon café avait refroidi. J'avais mal au dos d'être restée assise dans la même position, mais je me sentais plus légère, comme si j'avais porté un poids dont je ne connaissais même pas l'existence. Et je l'avais enfin posé. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre. La neige avait cessé de tomber. Le soleil était de sortie maintenant, rendant tout brillant, propre et nouveau. J'ai pensé à ce que je voulais, pas à ce qu'Aaron voulait, pas à ce dont Joseph avait besoin, pas à ce que quiconque attendait de moi. Qu'est-ce que je voulais? La réponse est venue si vite qu'elle m'a surprise. Je voulais me reposer. Je voulais me réveiller sans angoisse. Je voulais aller quelque part de beau et juste exister sans que personne n'ait besoin de quoi que ce soit de moi. Je voulais me souvenir de ce que c'était que d'être une personne, pas seulement une source d'argent et de solutions. Je me suis rassise à mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai tapé 4 mots, forfait vacances, luxe Maldives. Je n'étais jamais allé dans un endroit tropical, jamais parti en vraies vacances, le genre où l'on ne s'inquiète pas du coût ou ne compte pas chaque dollar ou ne se sent pas coupable de prendre du temps pour soi. J'ai fait défiler des images d'eau bleu clair et de plages de sable blanc et de villas sur pilotis avec des planchers de verre où l'on pouvait regarder les poissons nager sous soi. Cela ressemblait à un rêve. Cela semblait impossible. Cela semblait être quelque chose que je méritais. J'ai trouvé un complexe avec des disponibilités en mars. Une villa avec une terrasse s'étendant sur l'océan. 2 semaines tout compris. Le prix m'a fait hésiter un instant. Puis j'ai pensé aux 68 000 $. J'ai pensé au dîner de Noël. J'ai pensé à la voix d'Aaron disant « Mes besoins passent en dernier ». Et j'ai cliqué sur le bouton. Réservation confirmée. L'email de confirmation est arrivé 30 secondes plus tard. Je l'ai lu 3 fois juste pour m'assurer que c'était réel. Du 15 au 29 mars 2024. Les Maldives, juste moi. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis restée assise, très immobile, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que j'ai failli ne pas le reconnaître. La liberté, ai-je chuchoté à la pièce vide. Les mêmes mots que j'avais dit la nuit précédente, mais cette fois, ils semblaient différents. Plus forts. Finaux. Plus jamais. Cette fois, je ne le disais pas seulement, je le faisais. Et c'était comme se réveiller après 26 ans de sommeil. Les semaines entre Noël et mon départ sont devenues une révolution silencieuse. Personne ne l'a remarqué parce que les révolutions ne ressemblent pas toujours à des explosions. Parfois, elles ressemblent à une femme d'une 60aine d'années qui réorganise toute sa vie pendant que le monde suppose qu'elle est toujours la même personne qu'elle a toujours été. Je suis allé travailler tous les jours au centre d'appel. J'ai souri à mes collègues. J'ai répondu aux appels, résolu les plaintes des clients et pris ma pause déjeuner à la même heure que d'habitude. Mais tout en dessous avait changé. Mon nouveau compte bancaire grossissait à chaque chèque de paie. L'ancien, celui qu'Aaron pouvait voir si jamais elle vérifiait, restait presque vide, juste assez pour le garder ouvert, juste assez pour paraître normal. Je ne lui ai pas parlé des changements. Je n'ai pas annoncé que j'avais séparé nos finances, annulé les abonnements ou l'avais retiré de mon forfait téléphonique. J'ai juste laissé les paiements automatiques échouer tranquillement. La laisser se débrouiller seule. Elle m'a appelé 3 jours après le début de janvier. Maman, il y a un problème avec l'assurance auto. Ils ont envoyé un avis à Joseph disant que le paiement n'est pas passé. Je pliais du linge quand elle a appelé. J'ai posé la serviette que je tenais et j'ai gardé ma voix stable. C'est étrange. Tu devrais peut-être les appeler et mettre à jour tes informations de paiement. Mais c'est toi qui t'en occupes toujours. Je m'en occupais, ai-je dit. Temps passé. Il y eut une pause.
Je pouvais entendre sa confusion à travers le téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne paie plus pour ton assurance auto. Tu as 30 ans et tu es marié. Il est temps que tu t'occupes de tes propres factures. Maman, on en a parlé. L'argent a été rare. Et tu as dit que ça ne te dérangeait pas d'aider. J'ai dit beaucoup de choses, ai-je répondu. Je dis quelque chose de différent maintenant. Est-ce à cause de Noël? J'ai failli rire. Presque. Parce que bien sûr, elle s'en souvenait. Bien sûr, elle savait exactement ce qui avait changé, même si elle ne voulait pas l'admettre. Oui, ai-je dit simplement. C'est ça. Maman, je t'ai dit que c'était sorti de travers. Je ne le pensais pas comme ça sonnait. Aaron, tu as dit exactement ce que tu pensais, et je t'ai entendu. C'est tout. Elle est restée silencieuse un moment. Puis sa voix est devenue plus petite, plus jeune. Tu es en colère contre moi. Non, ai-je dit, et je le pensais. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Fini avec quoi? Fini de me mettre en dernier. Je l'ai entendu inspirer brusquement, se préparant à discuter ou à expliquer ou à arrondir les angles comme elle le faisait toujours quand elle voulait quelque chose. Mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je dois y aller, ai-je dit. Mon linge refroidit. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de colère, de soulagement, du simple fait de dire non et de le penser. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de la douleur ou de la confusion. C'était parce que je n'arrêtais pas de penser à Mars, à l'eau turquoise et à l'air chaud, et à 2 semaines entières où personne n'avait besoin de quoi que ce soit de moi. Je suis sorti du lit à 2 heures du matin et je suis allé à mon bureau. J'ai sorti un carnet, le genre avec la couverture bleue que j'utilisais pour les listes de courses et les rappels de rendez-vous. J'ai tourné à une nouvelle page et j'ai écrit en haut, chose que je veux faire avant de mourir. Cela semblait dramatique de l'écrire comme ça, mais j'avais 60 ans. Je n'avais plus le temps d'être modeste à propos de mes rêves. J'ai commencé à écrire. Voir l'océan depuis un endroit chaud. Dormir après 7 heures sans me sentir coupable. Prendre mon petit déjeuner sans vérifier mon téléphone. Lire un livre au milieu de la journée juste parce que j'en ai envie. Porteur un maillot de bain sans m'excuser pour mon corps. Apprendre à peindre. Visiter un endroit où personne ne connaît mon nom. Passer une semaine entière sans résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Me souvenir de qui j'étais avant de devenir la mère de quelqu'un. J'ai regardé ce dernier point pendant un long moment. Qui étais-je avant Aaron? J'avais 26 ans quand elle est née. Assez jeune pour avoir encore des rêves qui n'impliquaient personne d'autre. J'avais voulu voyager. J'avais voulu prendre des cours d'art. J'avais voulu apprendre l'italien et peut-être passer un été à Rome. Mais ensuite, la vie est arrivée. Son père est arrivé. La maternité célibataire est arrivée. Et tous ces rêves ont été rangés comme des vêtements d'hiver que l'on se dit qu'on portera à nouveau un jour, mais qu'on ne fait jamais. J'ai fermé le carnet et l'ai remis dans le tiroir du bureau. Puis j'ai ouvert mon compte bancaire sur mon ordinateur portable et j'ai regardé le solde de mon nouveau compte. Il augmentait. Pas rapidement, mais régulièrement. Chaque chèque de paie, chaque dollar que je ne dépensais pas pour les urgences d'Aaron. Pour la première fois de ma vie, mon argent n'était qu'à moi. J'ai commencé à penser à ce que je pourrais faire d'autre avec. Pas seulement les Maldives, mais après. Quand je rentrerai, quel genre de vie voulais-je construire? J'ai fait une liste de choses que j'avais remises à plus tard. Le robinet de la salle de bain qui fuyait depuis 2 ans. Je pouvais le réparer maintenant. Le club de lecture à la bibliothèque auquel j'avais toujours voulu me joindre mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Je pouvais prendre le temps maintenant. Le cours de peinture au centre communautaire tous les jeudis soirs. Je pouvais y aller maintenant. De petites choses, des choses simples, mais elles semblaient énormes parce qu'elles étaient les miennes. Janvier s'est transformé en février. La neige a commencé à fondre. Denver a commencé à dégeler. Aaron a appelé quelques fois de plus. Toujours avec la même énergie, hésitante, testant, essayant de savoir si j'étais sérieuse ou si ce n'était qu'une phase qui passerait si elle attendait assez longtemps. J'ai gardé mes réponses courtes et polies. Oui, j'allais bien. Non, je n'avais besoin de rien. Oui, nous pourrions déjeuner un de ces jours. Non, je ne pouvais pas garder ma petite fille ce week-end.
J'avais des projets. Je n'avais pas vraiment de projet, mais j'aimais la sensation de le dire. À la mi-février, elle a cessé d'appeler aussi souvent. Joseph a appelé une fois, son ton entre la confusion et l'agacement. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Aaron, mais ça l'affecte. Elle est stressée. Elle pense que tu l'as puni. Je ne punis personne, ai-je dit calmement. Je vis juste ma propre vie. Tu n'as jamais agi comme ça avant. Exactement, ai-je dit. C'est ça le problème. Il n'a pas rappelé après ça. Le silence était étrange au début. J'avais passé tant d'années avec mon téléphone qui sonnait, avec des SMS demandant de l'aide, avec des urgences qui nécessitaient une attention immédiate. Maintenant, mon téléphone restait silencieux pendant des heures, et c'était comme la paix. Mars est arrivé avec un air plus chaud et les premières notes de printemps. Les crocus perçaient les dernières plaques de neige dans mon jardin. Les arbres commençaient à bourgeonner. J'ai fait ma valise une semaine à l'avance. 2 maillots de bain, des robes d'été, des sandales, un livre que je voulais lire depuis 3 ans, de la crème solaire, un chapeau à large bord. Tout tenait dans un seul sac. Je n'avais pas besoin de grand-chose. C'était la beauté de la chose. Je n'avais besoin de rien, sauf de la chance d'exister dans un endroit magnifique sans être nécessaire. La veille de mon vol, je me suis assise sur mon canapé avec une tasse de thé et j'ai regardé mon salon. Les mêmes meubles que j'avais depuis des années, les mêmes photos sur les murs, la même maison silencieuse qui m'avait vu lutter et me sacrifier et donner jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. J'en étais reconnaissante, pour le toit sur ma tête, pour la stabilité que j'avais construite de mes propres mains. Mais je me sentais aussi prête à le quitter pour un petit moment, prête à voir à quoi ressemblait le monde quand je ne portais pas le poids de tout le monde. J'ai fini mon thé, lavé la tasse et suis allé me coucher. Demain, je prendrai un avion. Demain, je volerai plus loin de chez moi que je ne l'avais jamais fait. Demain, je commencerai à me souvenir de ce que c'était que d'être plus qu'une mère, plus qu'une solution, plus que quelqu'un qui passait en dernier. Demain, je recommencerai à être moi-même. Je me suis endormi avec la fenêtre entr'ouverte, laissant entrer l'air frais de mars. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai rêvé de rien du tout. Juste l'obscurité, juste le repos, juste la paix. Le réveil a sonné à 4 heures du matin le 15 mars. J'étais déjà réveillé. Je me suis levé, douché, habillé de vêtements confortables pour le long vol. J'ai fait du café et des toasts, j'ai mangé debout au comptoir de la cuisine, regardant le ciel s'éclaircir par la fenêtre. Ma valise attendait près de la porte, un seul sac. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai appelé une voiture pour m'emmener à l'aéroport international de Denver. J'aurais pu demander à Aaron de me conduire comme je l'avais conduite à l'aéroport des dizaines de fois au fil des ans. Chaque vacances universitaire, chaque voyage d'affaires, chaque vacances avec Joseph. Mais je ne voulais pas demander. Je ne voulais pas expliquer. Je ne voulais pas lui donner l'occasion de me faire sentir coupable de partir. Le chauffeur est arrivé à 5h30. Il a chargé mon sac dans le coffre et nous avons traversé les rues vides de Denver pendant que la ville dormait encore. Nous sommes passés devant le centre d'appel où j'avais travaillé pendant plus de 20 ans. L'immeuble de bureau que je nettoyais les mardis et jeudis soirs. L'épicerie où j'avais étiré chaque dollar pour m'assurer qu'Aaron ne manque jamais de rien. J'ai regardé tout ça défiler et je n'ai ressenti que du soulagement de le laisser derrière moi, même si ce n'était que pour 2 semaines. À l'aéroport, je me suis enregistré, j'ai passé la sécurité, j'ai trouvé ma porte. Je me suis assise sur une de ces chaises inconfortables et j'ai regardé les autres voyageurs se presser. Des familles avec de jeunes enfants, des hommes d'affaires en costume, des couples se tenant la main, tout le monde allant quelque part, tout comme moi. Le vol était long. De Denver à Miami, puis de Miami à Malais. Des heures et des heures dans les airs. Mais ça ne me dérangeait pas. J'ai lu mon livre. J'ai regardé un film. J'ai mangé la nourriture médiocre de l'avion et je ne me suis pas plainte parce que j'allais quelque part que je n'avais vu qu'en photo, quelque part de chaud et de bleu et loin de tout ce qui avait défini ma vie pendant les 26 dernières années. Quand nous avons finalement atterri à Malais, la chaleur m'a frappé dès que je suis sorti de l'avion, épaisse et humide et complètement différente du froid sec que j'avais laissé derrière moi au Colorado. J'ai pris un transfert en bateau jusqu'au complexe, regardant l'eau passer du bleu marine profond au turquoise brillant à mesure que nous nous rapprochions de l'île. Le soleil se couchait, peignant tout dans des tons d'orange, de rose et d'or. Quand nous sommes arrivés,
une femme en uniforme blanc m'a accueilli avec une serviette froide et un verre de quelque chose de fruité et de sucré. « Bienvenue, dit-elle en souriant. Votre villa est prête. » Ma villa? Je n'avais jamais eu de villa auparavant. J'avais à peine eu des vacances auparavant. Elle m'a conduite le long d'un sentier en bois qui s'étendait sur l'eau. Des deux côtés, l'océan était si clair que je pouvais voir les poissons nager en dessous. Le soleil s'était presque couché, mais il y avait encore assez de lumière pour voir les formations coralliennes sous la surface, le doux mouvement des vagues. Nous nous sommes arrêtés à une porte avec le numéro 7 peint en élégantes lettres d'or. Elle l'a ouverte et s'est écartée. Je suis entré et j'ai oublié comment respirer. La villa était petite mais parfaite. Un lit avec des draps blancs, une salle de bain avec une douche qui donnait sur l'eau, un coin salon avec des coussins et des oreillers, et à l'extrémité, des portes vitrées qui s'ouvraient sur une terrasse en bois. Je me suis dirigé vers les portes et les ai ouvertes. La terrasse s'étendait sur l'océan. Il y avait des chaises longues, une petite table, des marches menant directement dans l'eau. Je suis resté là, l'air chaud m'enveloppant, et j'ai senti quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine. Pas se briser, s'ouvrir, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des décennies et que je me souvenais enfin comment expirer. « Tout est à votre satisfaction » a demandé la femme. Je me suis tourné vers elle et j'ai réalisé que je pleurais. Pas des larmes de tristesse, autre chose. Quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. « C'est parfait », ai-je dit. Elle a souri, s'est légèrement inclinée et m'a laissé seul. Je suis resté sur cette terrasse jusqu'à ce que la dernière lueur disparaisse du ciel. Puis je suis entré, je me suis changé en pyjama et je me suis endormi au son de l'eau clapotant contre les piliers sous moi. J'ai dormi 12 heures d'affilée. Quand je me suis réveillé, le soleil était déjà haut et brillant. J'ai ouvert les portes et suis sorti sur la terrasse, et la vue en plein jour était encore plus époustouflante qu'au coucher du soleil. De l'eau dans toutes les directions, claire et calme et sans fin. J'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse. Des fruits frais, du yaourt et du café qui avaient vraiment bon goût. J'ai regardé les poissons filer sous moi, leurs corps argentés et rapides. Puis j'ai mis un de mes maillots de bain et je suis descendu par les marches dans l'eau. Elle était chaude, plus chaude que n'importe quel bain que j'avais jamais pris. J'ai attendu jusqu'à la taille et je suis resté là, sentant le soleil sur mes épaules et le doux mouvement de l'océan autour de moi. J'ai pensé à Aaron, à Joseph, à Denver et au centre d'appel et à la maison de Lakewood et à la vie que j'avais bâtie sur le sacrifice et l'épuisement. Et je n'ai ressenti que de la distance, pas de colère, pas de ressentiment, juste de la distance, comme si cette vie appartenait à quelqu'un d'autre maintenant. J'ai passé les 3 premiers jours à ne presque rien faire. J'ai nagé. J'ai lu mon livre. J'ai pris mes repas sur la terrasse. J'ai fait la sieste l'après-midi sans mettre de réveil. Je n'ai pas vérifié mes emails. Je n'ai appelé personne. Je n'ai résolu aucun problème qui n'était pas le mien. Le 4e jour, j'ai essayé la plongée avec tuba pour la première fois. Le complexe fournissait l'équipement et un guide qui emmenait de petits groupes sur le récif. J'ai flotté à la surface de l'eau, respirant à travers le tube, regardant tout un monde exister sous moi. Du corail dans des couleurs que je ne connaissais pas. Des poissons aux motifs qui ressemblaient à des peintures. Tout se déplaçait lentement et paisiblement et était complètement indifférent à ma présence. Je suis resté là-bas pendant 2 heures. Quand je suis revenu, ma peau était rose du soleil et mes muscles me faisaient mal d'avoir nagé, mais je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Ce soir-là, j'ai dîné au restaurant du complexe. Je me suis assise seule à une table surplombant l'eau et j'ai commandé du poisson que je ne pouvais pas prononcer et du vin qui avait le goût de l'été. Un couple à la table voisine n'arrêtait pas de me jeter des regards. Finalement, la femme s'est penchée. « Vous êtes ici seule ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. « C'est si courageux », a-t-elle dit, comme si être seule était quelque chose qui demandait du courage. J'ai souri. C'est en fait très facile. Elle a ri et est retournée à son dîner. Mais j'ai pensé à ce qu'elle avait dit. Courageux. Peut-être que c'était courageux. Peut-être que se choisir après une vie à choisir tout le monde prenait une sorte de courage. Ou peut-être que c'était juste se réveiller enfin. À la 2e semaine, j'avais pris un rythme. Je me réveillais tôt et regardais le lever du soleil depuis ma terrasse. Je nageais avant le petit déjeuner. Je passais le milieu de la journée à lire à l'ombre. Je me promenais le long de la plage en fin d'après-midi quand la chaleur commençait à baisser. Je parlais parfois à d'autres clients,
un couple de retraités australiens, une femme allemande voyageant seule comme moi, une famille japonaise avec 2 jeunes enfants qui construisaient des châteaux de sable près de l'eau. Mais la plupart du temps, j'étais seul. Et je ne me sentais pas seul. Je me sentais libre. Le matin de mon 10e jour, je me suis réveillé avec le soleil qui filtrait par les portes ouvertes. Je me suis levé, j'ai fait du café avec la petite machine de la villa et je l'ai apporté sur la terrasse. Je me suis assise sur l'une des chaises longues avec une noix de coco fraîche que j'avais commandée la veille. Le personnel l'avait laissée dans une petite glacière près de la porte, déjà ouverte, avec une paille qui sortait du haut. J'ai siroté l'eau de coco et j'ai regardé l'océan turquoise, et j'ai pensé au chemin que j'avais parcouru. Pas seulement en kilomètres, mais de toutes les autres manières qui comptaient. J'avais passé 60 ans à être la fille de quelqu'un, la petite amie de quelqu'un, la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le contact d'urgence de quelqu'un. Mais ici, j'étais juste moi. Pas d'histoire, pas d'obligation, personne qui avait besoin que je sois autre chose qu'une femme assise sur une terrasse buvant de l'eau de coco au soleil du matin. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la chaleur sur mon visage. Et c'est là que mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'avais gardé éteint pendant la majeure partie du voyage, ne l'allumant qu'une fois tous les quelques jours pour m'assurer que rien de catastrophique ne s'était produit à la maison, mais j'avais oublié de l'éteindre la veille. Maintenant, il vibrait encore et encore. Des appels arrivant les uns après les autres. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé l'écran. 20 appels manqués, 8 messages vocaux, des SMS remplissant l'écran si vite que je ne pouvais pas tous les lire. Tous d'Aaron, de Joseph, de la mère de Joseph. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelque chose s'était passé. Quelque chose de grave. Je me suis redressé, j'ai posé la noix de coco et j'ai répondu à l'appel suivant qui est arrivé. C'était Aaron. Sa voix était tendue et aiguë et tenait à peine. « Maman, tu es là. Tu es à la maison? On a besoin de toi. » Il s'est passé quelque chose. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui se passe? C'est le père de Joseph, a-t-elle dit, les mots sortant rapidement. Il s'est effondré ce matin. On l'a transporté d'urgence à l'hôpital de Boulder. Ils disent qu'il a besoin d'une opération. Une opération immédiate, mais les factures, maman, les factures sont déjà énormes et l'assurance refuse une partie et on ne sait pas quoi faire et on a besoin d'aide. On a besoin d'argent. On a besoin que tu reviennes. Je suis restée assise, très immobile, la terrasse chaude sous moi, le son des vagues douces, le soleil brillant et parfait. Et à l'autre bout du fil, la voix de ma fille, frénétique et désespérée et absolument certaine que je laisserais tout tomber pour arranger ça, comme je l'avais toujours fait. Aaron, ai-je dit lentement, prudemment. Tu m'as dit à Noël que je passais en dernier. Le silence à l'autre bout du fil était si complet que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis j'ai entendu Aaron inspirer, brusquement et soudainement, comme si je l'avais giflé. Maman, c'était un malentendu. Tu sais, je ne le pensais pas comme ça. Non, ai-je dit doucement, regardant un petit bateau dériver devant ma villa au loin. Ce n'était pas un malentendu. C'était une déclaration. On peut en parler plus tard, dit-elle, sa voix montant avec urgence. En ce moment, on est en train de couler. Le père de Joseph est en chirurgie et ils disent que ça pourrait coûter plus de 40 000 $ après l'assurance. On n'a pas ce genre d'argent. On n'a plus d'économie. S'il te plaît, maman, on a besoin de toi. J'ai fermé les yeux et j'ai senti le soleil chaud sur mes paupières. J'ai senti le doux balancement de la villa sur l'eau. J'ai senti la paix que j'avais trouvée ici au cours des 10 derniers jours. Où est sa famille dans tout ça, ai-je demandé. Ils aident, mais ce n'est pas suffisant. Sa mère peut peut-être couvrir 10 000. Son frère n'a rien à donner. Il nous manque encore beaucoup, et l'hôpital veut un acompte avant même de programmer la prochaine procédure. Alors, sa famille passe en premier, ai-je dit doucement. Réglez ça avec eux. Maman, sa voix s'est brisée. Je sais que j'ai dit quelque chose de stupide à Noël, mais tu ne peux pas croire que je le pensais vraiment. Tu es ma mère. Bien sûr que tu comptes. Bien sûr que j'ai besoin de toi. Tu as besoin de mon argent, ai-je corrigé gentiment. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste. Vraiment, ai-je demandé. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais?
quand est-ce que tu m'as invité pour la dernière fois à dîner sans avoir besoin que je garde ta fille ou que j'aide pour quelque chose? Elle n'a pas répondu. Aaron, je suis ici depuis 10 jours. Tu n'as pas remarqué que j'étais parti jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose. Je pensais que tu étais juste occupé. Je ne savais pas que tu avais quitté le pays. Parce que je ne te l'ai pas dit, ai-je dit. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose pour moi sans demander la permission ou m'assurer que c'était pratique pour tout le monde. Où es-tu? A-t-elle demandé, et je pouvais entendre la confusion se mêler à la panique dans sa voix. Je suis aux Maldives. Silence complet, puis un son qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Je ne pouvais pas dire lequel. Tu as quitté le pays pendant que nous traversons ça. Je suis parti il y a 2 semaines, bien avant que le père de Joseph ne tombe malade. Peux-tu revenir, s'il te plaît? On a besoin de toi ici. On a besoin d'aide pour régler ça. J'ai regardé l'eau sous ma terrasse. Si clair que je pouvais voir chaque morceau de corail, chaque poisson, chaque ondulation de sable au fond. Non, ai-je dit. Je ne peux pas revenir. Pourquoi pas? Parce que j'avais besoin de repos. Parce que j'avais besoin de me souvenir de ce que c'est que de respirer. Parce que j'ai passé 26 ans à me mettre en dernier et je ne le ferai plus. Sa respiration est devenue plus rapide, plus superficielle. Peux-tu au moins envoyer de l'argent, s'il te plaît? On a besoin d'au moins 15 000 pour couvrir ce que sa famille ne peut pas. Peut-être 20 pour être sûr. Je sais que c'est beaucoup, mais maman, il pourrait mourir. Joseph s'effondre. Je m'effondre. On ne sait pas quoi faire. C'était ça. La demande, l'hypothèse qui avait vécu sous chaque conversation que nous avions eue pendant des décennies, que je donnerais, que je sacrifierais, que je la sauverais. Ce n'était pas le montant qui m'a stupéfaite. Je lui avais donné plus que ça au fil des ans sans sourciller. C'était la certitude dans sa voix, la confiance absolue que je dirais oui, que je trouverais un moyen, que je mettrais sa crise avant ma propre paix. Non, ai-je dit. Je ne paierai pas, le mot flottait dans l'air entre nous. Je lui avais déjà dit non. De petites choses, des demandes mineures, mais jamais comme ça. Jamais quand elle avait vraiment besoin de quelque chose. Jamais quand les enjeux semblaient aussi élevés. Quoi? Sa voix était à peine un murmure. J'ai dit, non, je n'envoie pas d'argent. Maman, tu ne comprends pas. Ce n'est pas comme demander de l'aide pour les courses ou quelque chose de petit. C'est une question de vie ou de mort. C'est le père de Joseph. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Et ma réponse est toujours non. Pourquoi? Elle pleurait maintenant. Vraiment pleurer. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu m'as dit où je me situais. Et j'ai écouté. J'ai dit que j'étais désolé. Non, ai-je dit. Tu ne l'as pas dit. Tu as dit que c'était un malentendu. Tu as dit qu'on en parlerait plus tard. Tu ne t'es jamais vraiment excusé. Elle a fait un bruit comme si on l'avait frappée. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé d'avoir dit ça à Noël. Je suis désolé de t'avoir blessé. Est-ce que ça aide? Peux-tu s'il te plaît juste nous aider maintenant? Aaron, tu n'es pas désolé de l'avoir dit. Tu es désolé que ça ait eu des conséquences. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, de quoi es-tu désolé exactement? Elle est restée silencieuse un moment et je pouvais l'entendre essayer de trouver les bons mots. Les mots qui me feraient céder. Les mots qui feraient disparaître tout ça pour qu'elle puisse obtenir ce dont elle avait besoin. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu ne comptais pas, a-t-elle finalement dit. Est-ce que je compte, ai-je demandé. Bien sûr que tu comptes. Alors pourquoi n'ai-je de tes nouvelles que quand tu as besoin d'argent? Ce n'est pas. J'ai été occupé, maman. La vie est folle en ce moment. Tu sais comment c'est. Je sais comment c'est, ai-je dit. J'ai passé des décennies à être occupé à t'élever seul. Je ne t'ai jamais fait sentir que tu étais de trop ou que je n'avais pas de temps pour toi. Je sais, et je suis reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante, ai-je répété, goûtant le mot. Mais pas assez reconnaissante pour me traiter comme si je comptais quand tu n'as pas besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire, a-t-elle demandé, et sa voix était passée de la supplication à quelque chose de plus vif, quelque chose qui ressemblait à de la colère commençant à percer la peur. Juste laisser le père de Joseph mourir parce que tu es en colère contre moi.
Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et je le pensais. J'en ai juste fini. Fini avec quoi? Fini d'être ton filet de sécurité. Fini de me sacrifier pour que tu n'aies jamais à te sentir mal à l'aise. Fini de t'apprendre que mes besoins ne comptent pas, je n'ai jamais dit que tes besoins ne comptaient pas, si, tu l'as dit. À Noël, devant tout le monde, tu as dit que mes besoins passaient en dernier. Et j'ai expliqué que je ne le pensais pas de cette façon. Alors comment le pensais-tu, Aaron? Explique-le-moi. Comment suis-je censé interpréter le fait qu'on me dise que je passe en dernier? Elle n'avait pas de réponse. Ou peut-être qu'elle en avait une, mais elle savait que ça n'aiderait pas, maman, s'il te plaît. Je t'en supplie. 20 000 $. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu nous as aidés avec plus que ça avant. Tu as payé pour mon université, ma voiture, mon opération, la maison. Ce n'est pas différent. C'est complètement différent, ai-je dit. C'était mes choix. J'ai donné parce que je voulais donner. Ici, tu exiges parce que tu as appris à attendre. Je n'exige pas. Je demande. Non, tu me dis ce dont tu as besoin et tu supposes que je le fournirai. Il y a une différence. Et alors? Tu vas juste rester assise aux Maldives à boire des noix de coco pendant qu'on perd tout. Vous ne perdez pas tout, ai-je dit calmement. Vous êtes confronté à une situation difficile et vous devez la gérer comme des adultes gèrent les choses. Appelez l'hôpital et mettez en place un plan de paiement. Parlez à un assistant social des programmes d'aide financière. Contactez la compagnie d'assurance de son père et contestez le refus. Vendez quelque chose si vous devez. Prenez un deuxième emploi. Faites ce que j'ai fait pour vous pendant 26 ans. C'est-à-dire quoi? Débrouillez-vous. Elle a aspiré une bouffée d'air comme si je lui avais jeté de l'eau froide au visage. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je ne te fais rien, ai-je dit. Je ne le fais simplement pas pour toi. Il y a une différence. Tu es cruel. Non, je suis honnête. Pour la première fois depuis des décennies. Je suis complètement honnête. Joseph avait raison à ton sujet, dit-elle. Et sa voix était devenue froide maintenant. Dure. Il a dit que tu ferais ça. Il a dit que dès que nous aurions vraiment besoin de toi, tu trouverais un moyen de faire en sorte que ça tourne autour de toi. Joseph peut penser ce qu'il veut, ai-je dit. Mais tu devrais peut-être te demander pourquoi ton mari a vu ça venir et pas toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il savait que j'avais des limites. Tu n'as jamais pris la peine de savoir où elles étaient. Elle pleurait à nouveau, mais cette fois, ça sonnait différemment. Moins comme de la peur et plus comme de la fureur. Je dois y aller, dit-elle. Je dois trouver comment sauver ma famille puisque ma propre mère ne veut pas aider. Aaron, ai-je dit, mais elle avait déjà mis fin à l'appel. Je suis restée assise là sur la terrasse, le téléphone à la main, regardant l'écran s'éteindre. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient. Mais sous l'adrénaline, sous le choc de ce que je venais de faire, il y avait autre chose. Du soulagement. J'avais dit non. J'avais tenu la limite. Je m'étais choisi et le monde ne s'était pas effondré. J'ai posé le téléphone et j'ai repris ma noix de coco, j'ai pris une longue gorgée. L'eau était douce et froide et exactement ce dont j'avais besoin. Quelques minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Joseph cette fois. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Bonjour, Joseph. Sa voix était tendue de colère à peine contenue. On a vraiment besoin de l'argent aujourd'hui. Ta fille est en train de s'effondrer. Je suis désolé que le père de Joseph soit malade, ai-je dit. Je le suis sincèrement, mais je ne suis pas votre filet de sécurité. Ce n'est pas le moment pour la fierté, a-t-il lancé. Ce n'est pas de la fierté, ai-je dit. Ce sont des limites. Des limites? Son père est à l'hôpital et tu parles de limites? Oui, parce que les gens en bonne santé en ont. Tu es incroyable. Tu le sais ça. Aaron m'a dit que ce que tu avais dit à Noël l'avait blessé, mais je lui ai dit que tu t'en remettrais. Je lui ai dit, tu es toujours là quand ça compte vraiment. Je suppose que je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé, ai-je dit. J'ai toujours été là. Passé. Qu'est-ce qui a changé? Tout. J'ai changé. Non, tu es juste devenu égoïste. Peut-être, ai-je dit.
Ou peut-être que j'ai juste enfin appris la différence entre la générosité et l'effacement. Si ça peut t'aider à dormir la nuit, dit-il, sa voix dégoulinant de mépris. Mais quand Aaron réalisera quel genre de mère abandonne sa famille dans une crise, ne viens pas pleurer chez nous. Je ne le ferai pas, ai-je dit doucement. Tu fais du mal à ta propre fille. Tu le sais, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. J'ai arrêté de me faire du mal. Il y a une différence. Il a marmonné quelque chose sous son souffle que je n'ai pas tout à fait saisi. Puis la ligne est devenue silencieuse. J'ai reposé le téléphone et j'ai regardé l'eau bleue sans fin. Ils trouveraient une solution. Ils appelleraient l'hôpital. Ils négocieraient des plans de paiement. Ils s'appuieraient sur la famille de Joseph. Ils feraient exactement ce que des millions de personnes font face à des factures médicales et des urgences. Ils survivraient. Et moi aussi. J'ai fini ma noix de coco, je me suis levé et je suis descendu par les marches dans l'eau chaude de l'océan. J'ai flotté sur le dos, regardant le ciel sans nuages, et j'ai laissé l'eau me porter. Pour la première fois en 26 ans, je ne portais personne d'autre, et c'était comme rentrer à la maison, en moi-même. J'ai éteint mon téléphone après l'appel de Joseph, complètement éteint, pas seulement en silencieux, mais hors tension. Je l'ai mis dans le tiroir de la table de chevet et je l'ai fermé. Puis j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. J'ai déjeuné au restaurant de la plage. Poisson grillé, salade de mangue était glacée si froid qu'il me faisait mal aux dents. Je me suis assise sous un parasol et j'ai regardé les vagues arriver, régulières et immuables, comme elles arrivaient bien avant mon arrivée et continueraient à arriver bien après mon départ. Après le déjeuner, je suis retourné à ma villa et j'ai fait la sieste avec les portes ouvertes, le son de l'océan m'entraînant dans un sommeil si profond que je n'ai pas rêvé. Quand je me suis réveillé, le soleil était plus bas dans le ciel, dorant tout. J'ai mis mon maillot de bain et je suis allé nager, restant dehors jusqu'à ce que mes doigts se rident et que mes muscles se sentent lâches et fatigués. Je me suis douché, j'ai mis une robe d'été et je suis allé dîner seul. Le restaurant avait des tables juste au bord de la plage, assez près pour entendre l'eau, mais assez loin pour que le sable n'entre pas dans la nourriture. J'ai commandé du vin, rouge, corsé, le genre que je n'achetais jamais à la maison parce que ça semblait trop cher pour moi seul. Le serveur l'a apporté dans un verre si grand que j'avais besoin de mes deux mains pour le tenir correctement. Je l'ai siroté lentement et j'ai regardé le soleil sombrer dans l'océan, peignant le ciel de couches de corail, de violet et d'orange brûlant profond. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Et je la voyais seule, sans que personne n'ait besoin que je sois ailleurs, sans culpabilité, sans obligation, sans un seul film reliant au Colorado et à toutes les années que j'avais passées à être la solution de quelqu'un. J'ai pensé à Aaron et Joseph, à la panique dans leur voix, à la peur et au stress réel auquel ils étaient confrontés, et j'ai eu pitié d'eux. Vraiment, mais je ne me sentais pas responsable. C'était nouveau. C'était la partie qui m'aurait terrifié il y a un mois. L'idée que je puisse savoir que ma fille souffrait et ne pas immédiatement tout laisser tomber pour que ça s'arrête, mais j'avais souffert aussi, pendant des décennies, et elle ne l'avait pas remarqué. Alors peut-être que c'était juste. Peut-être que c'était nécessaire. Peut-être que c'était le seul moyen pour elle d'apprendre que j'étais une personne avec des limites, pas un puissant fond dans lequel elle pouvait puiser pour toujours. J'ai fini mon vin et j'ai commandé un dessert. Une sorte de gâteau à la noix de coco avec une sauce aux fruits de la passion. C'était presque trop sucré, mais j'en ai mangé chaque bouchée. Quand je suis rentré à ma villa, je me suis assise sur la terrasse dans l'obscurité, écoutant l'eau bouger sous moi. J'ai pensé à rallumer mon téléphone juste pour vérifier, juste pour m'assurer qu'il n'y avait pas de nouvelle urgence, quelque chose de pire. Mais je ne l'ai pas fait parce que je savais ce qui m'attendait. Plus d'appels, plus de messages, plus de pression, et j'avais déjà donné ma réponse. Je suis allé me coucher tôt et j'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. Le lendemain était pareil. Nager, lire, manger sans se presser. J'ai parlé à la femme allemande que j'avais rencontrée plus tôt dans la semaine. C'était une médecin qui voyageait seule après son divorce. Mon mari pensait que je m'effondrerais sans lui, m'a-t-elle dit autour d'un café. Il était certain que je ne pouvais pas me débrouiller seul, alors j'ai réservé ce voyage juste pour prouver que je pouvais. Et vous le pouvez, ai-je demandé. Elle a souri. Je passe le meilleur moment de ma vie. J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. L'après-midi du 3e jour après l'appel d'Aaron, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a fallu presque 2 minutes pour charger toutes les notifications. 37 appels manqués, 22 messages vocaux,
des SMS qui s'étendaient sur des écrans et des écrans. Je ne les ai pas tous lus. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. J'ai juste fait défiler pour avoir une idée générale de la situation. Aaron, Joseph, la mère de Joseph, même un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être le frère de Joseph. Tous disant des variations de la même chose. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'argent. Comment as-tu pu faire ça? Tu t'en fiches? Quel genre de mère es-tu? J'étais sur le point d'éteindre à nouveau le téléphone quand il a sonné dans ma main. Joseph. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être que je voulais entendre ce qu'il dirait maintenant que quelques jours s'étaient écoulés. Peut-être que je voulais savoir si quelque chose avait changé. Bonjour, Joseph. Enfin, dit-il, et sa voix était différente maintenant. Pas en colère, calculé, comme s'il avait planifié exactement quoi dire. Je suis content que tu aies répondu. Je voulais m'excuser. Ça m'a prise au dépourvu. M'excuser? Oui, j'ai été dur l'autre jour. J'avais peur et je m'en suis pris à toi. Ce n'était pas juste. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Le fait est, a-t-il continué, son ton doux maintenant, presque amical. Nous avons mal abordé la chose. Nous n'aurions pas dû t'appeler pour demander de l'aide comme si tu nous devais quelque chose. Tu as raison. Tu as déjà fait tellement, plus que la plupart des mères ne le feraient. D'accord, ai-je dit lentement. Alors, nous ne te demandons pas de simplement nous donner l'argent. Nous demandons un prêt. Nous te rembourserons chaque centime, avec intérêt si tu veux. Un prêt? Oui. Nous le mettrons par écrit. Le rendrons officiel. De cette façon, c'est une transaction commerciale, pas de la charité. Est-ce que ça te conviendrait mieux? J'ai failli rire. Presque. Parce que c'était nouveau. C'était de la stratégie. C'était Joseph qui réalisait que la culpabilité ne fonctionnait pas. Alors il essayait autre chose. Comment me rembourseriez-vous? Ai-je demandé. Nous mettrions en place un plan de paiement. Peut-être 500 par mois ou ce qui t'arrange. Joseph, tu viens de me dire que vous n'avez pas d'économie. Vous ne pouviez pas couvrir les frais médicaux de ton père. D'où viendraient 500 par mois? Il a hésité. On se débrouillerait. On réduirait les dépenses. Peut-être que je prendrais des services supplémentaires. Vous vous endetteriez pour me rembourser pour m'être endetté pour vous aider. Si c'est ce qu'il faut. Oui. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens si ça sauve la vie de mon père, a-t-il dit. Et maintenant, il y avait un ton tranchant qui revenait dans sa voix. Écoute, je sais que tu es contrarié à propos de Noël. Je comprends, Aaron a dit quelque chose d'irréfléchi et tu as tout à fait le droit d'être blessé, mais c'est plus important que ça. Il s'agit de savoir si tu es prête à aider ta famille dans une véritable crise. Ce n'est pas ma crise, ai-je dit doucement. C'est le grand-père de ton petit-fils. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? Bien sûr que si. J'espère qu'il se rétablira. J'espère que l'opération se passera bien, mais ça ne fait pas de moi la responsable de payer pour ça. Nous ne te demandons pas de tout payer. Juste une partie, juste assez pour nous en sortir. Et quand la prochaine crise arrivera, quand autre chose se produira et que vous n'aurez pas l'argent, est-ce que je vous prête plus? Est-ce que je continue d'être le plan de secours chaque fois que la vie devient difficile? Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, Joseph? Sois honnête avec moi. Si je vous donne cet argent, ou le prête, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, quand imaginez-vous que vous me rembourserez vraiment? Silence. Tu ne peux pas répondre à ça parce que tu sais que vous ne le ferez pas. Vous aurez de bonnes intentions, mais quelque chose surviendra toujours. Quelque chose sera toujours plus urgent. Et dans 5 ans, nous ferons tous semblant que le prêt n'a jamais existé. Tu ne sais pas ça. Je sais que j'ai donné 12 000 $ à Aaron pour votre acompte de maison et elle a appelé ça un cadeau et n'a jamais mentionné de me rembourser. C'était différent. Tu as offert. Je l'ai fait et vous l'avez pris. Et aucun de vous ne m'a jamais demandé si j'en avais les moyens, ce que ça m'a coûté, ou si j'avais d'autres projets pour cet argent. Nous avons supposé que tu n'offrirais pas si tu ne pouvais pas te le permettre. C'est ça le problème, Joseph. Vous avez supposé.
Vous avez tous les deux supposé que j'avais des ressources illimitées, une volonté illimitée, une capacité illimitée à me mettre en dernier. Il est resté silencieux un moment. Quand il a repris la parole, sa voix était devenue froide. Alors c'est ça? Tu vas vraiment nous laisser galérer? Vous n'allez pas galérer, ai-je dit. Vous allez faire ce que tout le monde fait. Vous appellerez le service de facturation de l'hôpital. Vous demanderez une aide financière. Vous mettrez en place un plan de paiement. Vous trouverez une solution. On ne devrait pas avoir à se débrouiller seul quand tu pourrais aider. Pourquoi pas? J'ai tout géré seul pendant 26 ans. C'était ton choix. Tu as choisi d'élever Aaron seul. Non, ai-je dit, sentant la colère monter pour la première fois. Son père a choisi de partir. J'ai choisi de rester. Il y a une différence. Eh bien, tu choisis de partir maintenant, n'est-ce pas? Je me choisis. Enfin, après 6 décennies à choisir tout le monde en premier. C'est une belle façon de justifier l'abandon de ta famille. Je n'abandonne personne. Je ne vous sauve juste pas. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ça semble pareil de là où je suis. Alors peut-être que tu n'es pas au bon endroit, ai-je dit. Il a ri, mais c'était ta mère. Aaron a dit que tu avais changé. Elle a dit que quelque chose s'était cassé en toi à Noël. Je suppose qu'elle avait raison. Rien ne s'est cassé, ai-je dit. Quelque chose s'est réveillé. Peu importe ce que tu as besoin de te dire. Sa voix était pur mépris maintenant. L'acte amical complètement abandonné. Mais tu devrais savoir qu'Aaron est détruite. Elle mange à peine, dort à peine. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne comprend pas pourquoi sa propre mère la déteste. Je ne la déteste pas. Alors prouve-le. Envoie l'argent. Non. Tu vas vraiment choisir ta fierté plutôt que le bien-être de ta fille? Ce n'est pas de la fierté, Joseph. C'est de la survie. De la survie, a-t-il répété, moqueur. Tu es assise aux Maldives à boire des cocktails et tu appelles ça de la survie. Je suis assise aux Maldives en me rappelant ce que c'est que d'exister sans être nécessaire. Et oui, c'est de la survie parce que je disparaissais, Joseph. Je m'effaçais petit à petit pour faire de la place à tout le monde. Et si je n'avais pas arrêté, il n'y aurait plus rien eu. C'est dramatique. C'est la vérité. Eh bien, voici une autre vérité, dit-il, la voix dure. Quand tu reviendras et que tu réaliseras ce que tu as fait. Quand tu verras les dégâts que tu as causés, ne t'attends pas à ce que nous pardonnions et oublions. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je sais, ai-je dit doucement. J'y compte bien. Ça l'a arrêté. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout, rapide et frustrée. Tu t'en fiches vraiment, n'est-ce pas? Je m'en soucie, ai-je dit. Je me soucie juste plus de moi qu'avant. Et je sais que ça vous terrifie parce que ça veut dire que vous ne pouvez plus me contrôler. Je ne t'ai jamais contrôlé. Non. Mais vous avez bénéficié du fait que je me contrôlais moi-même. Du fait que je disais toujours oui. Du fait que j'étais toujours disponible. Et maintenant que je ne le suis plus. Vous ne savez pas quoi faire. Tu sais quoi, a-t-il dit. Laisse tomber. On n'a pas besoin de toi. On se débrouillera nous-mêmes. Et quand on le fera, souviens-toi que tu as choisi ça. Tu as choisi d'être exclu. D'accord, ai-je dit. D'accord. Il semblait stupéfait. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'y a-t-il d'autre? Il n'a pas répondu. Il a juste mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé l'eau. Le soleil commençait à se coucher à nouveau, le ciel devenant rose sur les bords. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de soulagement. J'avais tenu bon à nouveau. Même quand ils ont changé de tactique, même quand ils ont essayé la manipulation au lieu de la culpabilité, j'avais dit non. Et je l'avais pensé. J'ai de nouveau éteint le téléphone et je suis rentré pour me changer pour le dîner. Ce soir, je commanderai la chose la plus chère du menu. Ce soir, je célébrerai le fait de m'être choisi, parce que ce n'était pas de la cruauté. C'était de la liberté. Et j'apprenais enfin la différence. Après l'appel de Joseph, quelque chose a changé. Le téléphone a cessé de sonner. Je l'ai gardé éteint pendant une journée entière de plus, juste pour être sûr. Quand je l'ai finalement rallumé, il n'y avait pas de nouveaux messages,
pas d'appel manqué, rien. Le silence était plus fort que toute la panique. J'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Une partie de moi s'attendait à ce qu'ils continuent à insister, à escalader, à trouver de nouvelles façons d'appliquer la pression, mais ils avaient arrêté. Peut-être qu'ils avaient finalement accepté ma réponse. Peut-être qu'ils avaient trouvé une autre solution. Peut-être qu'ils se regroupaient simplement. Je ne savais pas. Et pour la première fois de ma vie, j'étais d'accord avec le fait de ne pas savoir. Il me restait 4 jours aux Maldives et j'avais l'intention d'utiliser chacun d'entre eux. Ce matin-là, je me suis inscrite pour une sortie de plongée au lever du soleil. Nous avons quitté le complexe alors qu'il faisait encore nuit. Un petit groupe de 6 personnes dans un bateau se dirigeant vers un récif que le guide disait spécial. Quand le soleil a commencé à se lever, nous étions déjà dans l'eau. J'ai flotté à la surface et j'ai regardé la lumière tout changer en dessous de moi. Le corail est passé des ombres grises à des couleurs brillantes, violet, orange et bleu électrique. Les poissons sont apparus comme s'ils avaient été peints par la lumière du soleil. C'était si beau que ça faisait mal. Je suis resté dans l'eau jusqu'à ce que mes lèvres deviennent bleues et que le guide suggère gentiment qu'il était temps de rentrer. Sur le trajet en bateau vers le complexe, la femme allemande s'est assise à côté de moi. « Vous avez l'air différente de votre arrivée », a-t-elle dit. « Différente comment ? » Plus légère. Comme si vous aviez posé quelque chose. J'ai souri. C'est le cas. Bien, dit-elle. Quoi que ce fût, ce n'était pas à vous de le porter. J'ai pensé à ça pour le reste de la journée. À toutes les choses que j'avais portées et qui n'avaient jamais été les miennes au départ. L'abandon du père d'Aaron, son besoin de stabilité, sa supposition que je serais toujours là. L'attente de Joseph que la famille signifiait un accès illimité à mes ressources. Rien de tout cela n'avait été mien, mais je l'avais ramassé quand même, et maintenant je l'avais enfin posé. Cet après-midi-là, je me suis offert un massage au spa du complexe. 1h30 de quelqu'un d'autre prenant soin de moi, dénouant des nœuds dans mes épaules que je ne savais même pas être là. La thérapeute était une petite femme de Thaïlande qui parlait à peine, mais qui avait des mains qui semblaient savoir exactement où j'avais tenu la tension pendant des années. Quand ce fut terminé, elle a posé sa main sur mon épaule et a dit doucement « Vous pouvez lâcher prise maintenant ». J'ai failli pleurer. Au lieu de cela, je l'ai remercié, lui ai donné tout ce que j'avais dans mon portefeuille en pourboire, et je suis retourné à ma villa, me sentant comme si je flottais. J'ai passé la soirée sur ma terrasse avec un livre que j'essayais de finir depuis 3 jours. Je me laissais constamment distraire par la vue, par le son de l'eau, par le simple plaisir de n'avoir rien à faire et nulle part où aller. Au coucher du soleil, j'ai posé le livre et j'ai juste regardé. J'ai regardé le ciel passer du bleu alors au rose au violet profond. J'ai regardé les étoiles commencer à apparaître. Plus d'étoiles que je n'en avais jamais vues à Denver où les lumières de la ville les estompaient. J'ai pensé à Aaron, à savoir si elle allait bien, si le père de Joseph avait survécu à l'opération, s'ils avaient réglé la situation financière. Je me sentais concerné. J'espérais que tout s'arrangerait pour eux. Mais je ne me sentais pas coupable. C'était nouveau. C'était la partie qui m'a dit que quelque chose de fondamental avait changé. Je pouvais me soucier d'elle sans me sacrifier pour elle. Je pouvais espérer qu'elle allait bien sans que ce soit mon travail de m'en assurer. Je pouvais l'aimer et quand même me choisir. Le lendemain matin, je me suis réveillé sous la pluie. Pas la pluie froide et misérable du Colorado, mais une pluie tropicale chaude qui ressemblait plus à une douche qu'à une tempête. Je suis resté sur ma terrasse et je l'ai laissé me tremper, levant mon visage vers le ciel, la sentant laver les derniers morceaux de doute, de culpabilité et de vieilles habitudes qui m'avaient maintenu petite pendant si longtemps. Quand elle s'est arrêtée, le soleil est sorti et tout a scintillé. J'ai passé la journée à ne rien faire de particulier. Je me suis promené le long de la plage. J'ai pris un long déjeuner. J'ai fait la sieste l'après-midi. J'ai parlé au couple australien qui m'a parlé de leurs petits-enfants, de leur ferme et de leur projet de passer 6 mois à voyager maintenant qu'ils étaient à la retraite. La vie est trop courte, a dit le mari. Pour continuer à se mettre en dernier, a acquiescé sa femme. Nous avons passé 40 ans à construire une vie pour nos enfants. Maintenant, nous en construisons une pour nous. Je leur ai dit que je faisais la même chose. Bien pour vous, a dit la femme en me serrant la main. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ce soir-là, j'ai dîné dans un autre restaurant, de l'autre côté de l'île, qui nécessitait un trajet en voiturette de golf pour y arriver.
J'ai commandé du poisson dont je n'avais jamais entendu parler et du vin d'une région que je ne pouvais pas prononcer. Tout avait le goût de la liberté. Après le dîner, je me suis promené le long de la plage dans le noir, laissant l'eau chaude lécher mes chevilles. La lune était presque pleine, assez brillante pour y voir, transformant tout en argent et en ombre. J'ai pensé à rentrer chez moi, à ce qui m'attendait au Colorado. La même maison, le même travail, la même vie. Mais je ne serais pas la même. Et ça changeait tout. Je suis retourné à ma villa et je me suis assise une dernière fois sur la terrasse, le téléphone à la main, enfin prête à vérifier s'il y avait des nouvelles. Je l'ai allumé et j'ai attendu que les messages se chargent. Il n'y en avait qu'un. Un SMS d'Aaron envoyé cet après-midi-là. C'était court. Papa est stable. On a trouvé des solutions. Je suis désolé pour tout. Je l'ai lu 3 fois. Papa est stable. Donc, le père de Joseph s'en était sorti. Quelle que soit la solution financière qu'ils avaient trouvée, elle avait été suffisante. On a trouvé des solutions. Ils avaient fait exactement ce que je leur avais dit de faire. Ils s'étaient débrouillés seuls. Je suis désolé pour tout. Pas désolé pour Noël. Pas désolé pour des mots ou des actions spécifiques, juste désolé pour tout, ce qui pourrait ne rien vouloir dire ou pourrait vouloir dire qu'elle commençait à comprendre. J'ai regardé le message pendant un long moment. Ce n'était pas de grandes excuses. Ce n'était pas poétique, détaillé ou même particulièrement sincère, mais c'était réel, et le réel suffisait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé l'océan une dernière fois. Ils avaient survécu sans moi. Ils avaient trouvé une solution. Ils avaient fait ce que font les adultes face à une crise quand personne ne vient les sauver. Ils avaient un peu grandi. Et moi aussi. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse simple. Je suis contente qu'il aille bien. Je serai à la maison dans 3 jours. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai de nouveau éteint le téléphone. J'avais encore 3 jours de paix. 3 jours de pluie d'eau chaude, de matins calmes et de repas que je n'avais pas à prendre à la hâte. 3 jours de plus pour me souvenir de qui j'étais sous toutes ces années à être nécessaire. J'avais l'intention d'utiliser chaque minute. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément et sans rêve, le son de l'eau sous moi, l'odeur de l'air salin flottant par les portes ouvertes. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me sentais prête. Prête à rentrer chez moi, prête à affronter ce qui allait suivre. Prête à être un autre genre de mère. Celle qui aimait farouchement mais ne disparaissait pas. Celle qui aidait quand elle le pouvait mais ne se détruisait pas quand elle ne le pouvait pas. Celle qui avait des limites et les respectait. Celle qui passait en premier dans sa propre vie. Je me suis levé, j'ai fait du café, je l'ai apporté sur la terrasse et j'ai regardé le soleil se lever sur l'océan une dernière fois. Et j'ai pensé à tous les levers de soleil que j'avais manqués au fil des ans parce que j'étais trop occupé, trop fatigué, trop concentré sur les besoins de tout le monde pour remarquer la beauté juste devant moi. Je ne les manquerai plus. Je ne manquerai plus rien parce que j'avais enfin appris la leçon la plus importante de mes 60 ans. On ne peut pas verser d'une tasse vide. Et la mienne avait été vide si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'être pleine. Mais je me souvenais maintenant et je n'allais pas revenir en arrière. J'ai passé mes 3 derniers jours aux Maldives à faire tout ce que j'avais fait auparavant. Nager, lire, manger de la bonne nourriture, regarder les couchers de soleil. Mais il y avait une qualité différente maintenant. Un sentiment d'achèvement, d'avoir franchi un seuil invisible que je ne pouvais pas retraverser même si je le voulais. Le dernier matin, j'ai fait ma valise lentement, soigneusement. Je ne voulais pas partir, mais j'étais prête à rentrer. Prête à construire une vie qui ressemblerait à ces 2 semaines. Paisible, intentionnelle, la mienne. J'ai jeté un dernier regard à la villa, à la terrasse s'étendant sur l'eau turquoise, à la vue qui m'avait rendu à moi-même. Puis j'ai pris mon sac et je suis sorti. Le trajet en bateau jusqu'à Malé, le vol vers Miami, la correspondance pour Denver, tout cela semblait différent du voyage aller. Je ne fuyais plus. Je marchais vers quelque chose de nouveau. Quand l'avion a atterri à Denver, j'ai allumé mon téléphone et l'ai laissé se reconnecter au réseau local. Un nouveau message d'Aaron. Fais-moi savoir quand tu seras à la maison. J'aimerais passer te voir pour parler si ça te va. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai répondu. Je serai à la maison ce soir. Tu peux passer demain après-midi. Court, simple, avec des limites.
J'ai appuyé sur envoyer et j'ai récupéré mon sac dans le compartiment supérieur. Il était temps de rentrer à la maison. Pas à la vie que j'avais laissée, mais à celle que j'étais enfin prête à construire. Le trajet de l'aéroport international de Denver à ma maison à Lakewood m'a semblé plus long que le vol de Miami. Le Colorado était exactement le même que lorsque je l'avais quitté. Les montagnes se dressaient toujours au loin, la neige s'accrochant encore au sommet, même si c'était début avril. Les rues étaient familières, les bâtiments inchangés. Mais j'étais différente. Je le sentais dans la façon dont je tenais le volant, dans la façon dont je regardais mon quartier en arrivant dans l'allée, dans la façon dont je suis entré dans ma maison et j'ai posé ma valise. C'était toujours ma maison. Mais je n'étais plus la femme qui était partie d'ici il y a 2 semaines, vide, épuisée et invisible. J'ai défait ma valise lentement, rangeant les choses, faisant la lessive, réapprovisionnant mon réfrigérateur avec de la nourriture de l'épicerie du coin. Des tâches normales, le genre de choses que l'on fait en revenant de voyage. Mais tout semblait significatif d'une manière ou d'une autre, comme si je construisais quelque chose au lieu de simplement l'entretenir. Ce soir-là, je me suis préparé le dîner. Rien de sophistiqué, juste des pâtes et des légumes et un verre de vin. J'ai mangé à ma table de cuisine au lieu de devant la télévision. J'ai pris mon temps. J'ai goûté chaque bouchée. Et quand j'ai eu fini, je ne me suis pas immédiatement levé pour nettoyer. Je suis juste resté assise à finir mon vin, regardant ma petite maison et me sentant reconnaissante pour elle. Reconnaissante pour la stabilité que j'avais construite de mes propres mains, reconnaissante qu'elle soit mienne. Je suis allé me coucher tôt et j'ai dormi profondément. Mon corps s'habituait encore au décalage horaire. Mon esprit traitait encore tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin, je me suis souvenu qu'Aaron venait cet après-midi. Je me sentais nerveuse, pas exactement effrayée, juste incertaine de ce à quoi cette conversation ressemblerait, si elle venait pour s'excuser ou pour essayer une fois de plus de me faire sentir coupable, si quelque chose avait réellement changé ou si ce n'était qu'une trêve temporaire jusqu'à la prochaine crise. J'ai nettoyé la maison même si elle n'en avait pas besoin. J'ai fait du café même si j'en avais déjà bu 2 tasses. J'ai changé de vêtements 3 fois avant de me décider pour un jean et un pull. À 14 heures, j'ai entendu une voiture arriver dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Aaron sortir de sa Honda, celle que je lui avais achetée des années auparavant. Elle avait l'air fatiguée, plus mince que dans mon souvenir. Elle est restée un moment près de sa voiture comme si elle rassemblait son courage avant de se diriger vers ma porte d'entrée. Je l'ai ouverte avant qu'elle ne puisse frapper. « Salut, maman. »« Salut, ma chérie. » Nous sommes restés là une seconde, aucune de nous ne sachant vraiment comment commencer. Puis, j'ai reculé et lui ai fait signe d'entrer. Elle est entrée dans le salon et s'est assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle, pas à côté d'elle. J'avais besoin de la distance. J'avais besoin de l'espace pour tenir bon. « Comment s'est passé ton voyage ?» a-t-elle demandé doucement. « C'était bien. Vraiment bien. Je n'ai jamais été dans un endroit comme ça. Les Maldives. »« Je sais, » ai-je dit. « Moi non plus. » Elle a hoché la tête, regardant ses mains. Le père de Joseph est rentré à la maison maintenant. Il se remet. C'était critique pendant un moment, mais il s'en est sorti. Je suis contente. Nous avons mis en place un plan de paiement avec l'hôpital. Sa mère a contracté un prêt pour sa part. Nous allons le rembourser pendant des années, mais nous y arriverons. Vous avez trouvé une solution, ai-je dit. Nous n'avions pas le choix. Elle a levé les yeux vers moi et ses yeux étaient humides. Tu t'en es assuré. Je n'ai pas bronché, je ne me suis pas excusé, j'ai juste attendu. J'étais si en colère contre toi, a-t-elle continué. Pendant des semaines, j'étais furieuse. J'ai dit à Joseph que tu étais cruel. J'ai dit à sa famille que tu nous avais abandonnés. Je me suis dit que tu ne te souciais plus de moi. Et maintenant ? Elle a pris une inspiration tremblante. Maintenant, je pense que peut-être tu t'es soucié de toi pour la première fois de toute ma vie, et je ne savais pas comment gérer ça. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Aaron, pourquoi as-tu dit que je passais en dernier à Noël devant tout le monde ? Pourquoi as-tu dit ça ? Elle a fermé les yeux. Parce que je le croyais. Parce que tu avais passé toute ma vie à me montrer que c'était vrai. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, tu me le donnais. Chaque fois que je demandais de l'aide, tu disais oui.
Chaque fois qu'il y avait un choix entre toi et moi, tu me choisissais. Alors tu pensais que c'était comme ça que ça devait être. Oui, a-t-elle murmuré. Je pensais que c'était ce que faisaient les mères. Je pensais qu'aimer signifiait s'effacer. C'est ce que je t'ai appris. Elle m'a regardé surprise. Tu ne vas pas discuter. Tu ne vas pas dire que j'aurais dû mieux savoir. Non, parce que c'est vrai. Je t'ai appris ça. Chaque fois que je me suis sacrifié sans reconnaître le coût, je t'ai appris que le sacrifice était gratuit. Chaque fois que j'ai dit oui quand je voulais dire non, je t'ai appris que mes limites n'existaient pas. Pourquoi, a-t-elle demandé, et elle avait l'air si jeune. Pourquoi as-tu fait ça? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Parce que ton père est parti. Et j'étais terrifié que si jamais je te décevais, si jamais je n'étais pas suffisante, tu partirais aussi. Alors, je me suis transformé en quelqu'un qui ne pourrait jamais te décevoir, quelqu'un qui serait toujours là, qui dirait toujours oui, qui te mettrait toujours en premier. Mais ce n'est pas durable. Non, ai-je dit. Ce ne l'est pas. Et finalement, il ne me restait plus rien. Elle pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Je t'ai tout pris. Je l'ai donné, ai-je dit doucement. Tu ne l'as pas pris. Je l'ai donné librement. Mais je l'ai donné par peur, pas par santé. Et c'est de ma faute, pas de la tienne. J'aurais dû remarquer. J'aurais dû voir ce que ça te coûtait. Peut-être. Mais je l'ai bien caché. Je voulais que tu penses que c'était facile. C'est une partie du problème. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche. Quand tu n'es pas revenu, quand tu n'as pas envoyé l'argent, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Comme si je t'avais perdu et j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment eu à fonctionner sans toi avant. Pas vraiment. Tu as été mon filet de sécurité pendant 30 ans. Et maintenant tu sais que tu peux survivre sans. C'est terrifiant. Ça l'est, ai-je convenu. Mais c'est aussi la liberté. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et je pouvais la voir essayer de comprendre, essayer de me voir comme autre chose que sa mère, comme une personne, comme quelqu'un avec des besoins, des limites et des rêves. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis penché en avant. Aaron, je t'aime. Je t'aimerai toujours, mais je ne peux pas revenir à la façon dont les choses étaient. Je ne serai plus ton fond d'urgence. Je ne laisserai plus tout tomber chaque fois que tu auras besoin d'aide. Je ne m'effacerai plus pour te faire de la place. Je ne veux pas que tu le fasses, dit-elle rapidement. Je ne veux plus ça non plus. C'est facile à dire maintenant, mais la prochaine fois? Et quand quelque chose ira mal et que tu auras peur et que tu auras besoin d'aide? Alors je demanderai. Vraiment demander, pas supposer, pas exiger. Et si tu dis non, je l'accepterai. Peux-tu faire ça? Elle a hésité. Je ne sais pas, mais je veux essayer. Je me suis rassise. C'est tout ce que je demande, que tu essaies. Nous sommes restés silencieux un moment. Dehors, j'entendais un voisin tondre sa pelouse. Le son était distant et ordinaire. Je suis désolé, maman, a dit Aaron. Et cette fois, sa voix était ferme, claire. Je suis désolé de t'avoir dit que tu passais en dernier. Je suis désolé de t'avoir prise pour acquise. Je suis désolé de ne jamais avoir demandé ce dont tu avais besoin ou ce que tu voulais ou si tu allais bien. Je suis désolé qu'il ait fallu presque te perdre pour me réveiller. J'ai senti des larmes dans mes propres yeux maintenant. Je suis désolé aussi. Je suis désolé de t'avoir appris que je ne comptais pas. Je suis désolé de m'être rendue si petite que tu as oublié que j'étais même là. Elle s'est levée et a traversé l'espace entre nous, s'agenouillant devant ma chaise. Elle a pris mes mains dans les siennes. Tu comptes, a-t-elle dit. Tu comptes tellement, et je vais faire mieux. Je le promets. Ne promets pas, ai-je dit. Fais le juste, un jour à la fois. Elle a hoché la tête puis m'a serré dans ses bras. Vraiment serré. Pas les étreintes rapides et obligatoires qu'elle donnait habituellement, mais une vraie étreinte qui a duré assez longtemps pour que je la sente trembler. Je l'ai tenue et lui ai caressé les cheveux comme je le faisais quand elle était petite. Mais quand nous nous sommes séparés, je n'ai pas essayé d'arranger quoi que ce soit. Je n'ai pas offert d'argent, de solution ou de réconfort que tout irait bien. Je l'ai juste laissé faire face à la réalité de ce que nous avions toutes les deux appris.
Elle est restée 1 heure de plus. Nous avons parlé de choses plus faciles, de son travail, de mon voyage, du cours de peinture que je pensais prendre au centre communautaire. Quand elle s'est levée pour partir, elle s'est arrêtée à la porte. Je peux t'appeler la semaine prochaine, juste pour parler? J'aimerais bien, ai-je dit. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose, juste parce que j'en ai envie. Encore mieux. Elle a souri. Un vrai sourire qui a atteint ses yeux et est parti. Je suis resté à la fenêtre et je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis je suis allé dans ma cuisine et je me suis fait du thé. Je l'ai apporté au salon, je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai regardé ma maison silencieuse. C'était ma vie maintenant. Pas parfaite, pas facile, mais la mienne. Et pour la première fois en 60 ans, cela semblait suffisant. En fait, cela semblait plus que suffisant. C'était tout. J'ai sorti le carnet où j'avais écrit ma liste de choses que je voulais faire. Je l'ai relu, puis j'ai ajouté une autre ligne en bas. Apprendre à me mettre en premier sans m'excuser. Je le faisais déjà, mais je voulais continuer à le faire pour le reste de ma vie. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché des cours de peinture. J'en ai trouvé un qui commençait jeudi prochain au centre communautaire, tout comme je l'avais vu avant de partir. Je me suis inscrite sans hésiter. Puis j'ai envoyé un SMS à la femme allemande que j'avais rencontrée aux Maldives. Nous avions échangé nos numéros le dernier jour, promettant de rester en contact. Je suis à la maison. Différente de quand je suis parti. Merci pour ton amitié. Elle a répondu presque immédiatement. Bien. Reste différente. Tu l'as mérité. J'ai souri et j'ai posé le téléphone. Le soleil de l'après-midi filtrait par mes fenêtres, rendant tout chaud et doré. Je suis resté assise là, dans la lumière, et je me suis laissé le ressentir. Tout. La paix, le soulagement, l'espoir, la connaissance que je m'étais enfin choisi et que le monde ne s'était pas effondré. Il venait de commencer. 6 mois se sont écoulés depuis mon retour des Maldives. 6 mois que je me suis choisi. 6 mois que tout a changé. Le printemps s'est transformé en été et l'été en automne. Les feuilles à Denver sont devenues dorées et rouges. Et je les regarde depuis mon cours de peinture au centre communautaire tous les jeudis soirs. Je ne suis pas encore doué en peinture. Mes arbres ressemblent plus à des brocolis et mes ciels tendent vers un violet boueux au lieu des bleus doux que je vise. Mais je m'en fiche. J'apprends. J'essaie. Je fais quelque chose juste pour le plaisir, pas parce que ça sert quelqu'un d'autre. L'instructrice, une professeure d'art à la retraite nommée Margaret, m'a dit la semaine dernière que je m'améliorais. Tu te détends, a-t-elle dit. Au début, tu peignais comme si tu avais peur de faire des erreurs. Maintenant, tu peins juste. Elle avait raison. J'avais passé une grande partie de ma vie à avoir peur de me tromper. Peur de décevoir les gens, peur de prendre de la place que je n'avais pas méritée. Je n'avais plus peur. Aaron m'appelle 1 fois par semaine maintenant. Parfois 2. Pas quand elle a besoin de quelque chose, mais juste pour parler de sa journée, de la mienne, de rien en particulier. Mardi dernier, elle a appelé pour me parler d'un livre qu'elle avait lu et qui lui avait fait penser à moi. C'est sur une femme qui voyage seule à travers l'Europe après son divorce, a-t-elle dit. Et elle apprend toutes ces choses sur elle-même qu'elle ne connaissait pas. Ça m'a rappelé ton voyage. Je n'étais pas divorcée, ai-je dit. Non, mais tu étais seule pour la première fois. Vraiment seule, et tu es revenue différente. Est-ce une bonne chose, ai-je demandé. C'est la meilleure chose, a-t-elle dit doucement. J'ai retrouvé ma mère. La vraie, pas celle qui disparaissait lentement. Nous avons parlé pendant 1 heure ce jour-là, de livres, de voyages et de rêves que nous avions toutes les deux eu trop peur de dire à voix haute. Quand nous avons raccroché, je suis resté assise avec le téléphone à la main et je me suis émerveillé de la différence de notre relation, de sa légèreté, de son honnêteté. Elle avait tenu parole, elle demandait avant de supposer. Elle acceptait un non sans me faire sentir coupable. Elle se présentait aux événements sans s'attendre à ce que je résolve ses problèmes. Et quand j'offrais de l'aide maintenant, ce que je faisais parfois parce que je le voulais, pas parce que je me sentais obligé, elle me remerciait comme si c'était un cadeau au lieu d'une attente. C'est ce qui avait manqué pendant toutes ces années. La gratitude, l'appréciation, la reconnaissance que ce que je donnais me coûtait quelque chose, même si je le donnais volontiers. Le père de Joseph s'est complètement rétabli. Je l'ai appris par Aaron,
qu'il a mentionné nonchalamment un jour. De la même manière qu'on parlerait du temps. Il va très bien. Il a repris le golf et embête la mère de Joseph. Je suis contente, ai-je dit, et je le pensais. Nous remboursons toujours les factures de l'hôpital, a-t-elle ajouté. Mais nous nous en sortons. Nous avons dû réduire certaines choses, mais ça nous a rendus plus prudents avec l'argent, plus intentionnels. Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, a-t-elle convenu. Ce ne l'est pas, elle ne m'a pas remercié d'avoir refusé de payer. Mais je pense qu'elle comprenait maintenant pourquoi je l'avais fait, pourquoi je les avais laissés se débattre, pourquoi j'avais choisi ma paix plutôt que leur panique. Parce que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à la dure. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser les gens se débrouiller seuls. J'ai rejoint le club de lecture à la bibliothèque en mai. Nous nous réunissons un mercredi soir sur 2 et le mois dernier, nous avons lu un roman sur 3 générations de femmes dans une famille. Chacune essayant de se libérer des schémas que la génération précédente avait établis. Pendant la discussion, je me suis retrouvé à parler de ma propre vie, d'Aaron, des années de sacrifice, du moment à Noël où tout a basculé. Les autres femmes ont écouté, certaines hochant la tête, certaines s'essuyant les yeux. Quand j'ai eu fini, une femme nommée Ruth, qui devait avoir dans les 70 ans, a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Bien pour vous, a-t-elle dit. J'ai attendu d'avoir 72 ans pour faire ce que vous avez fait à 60. J'aurais aimé être plus courageuse plus tôt. Il n'est jamais trop tard, lui ai-je dit. Non, a-t-elle convenu. Mais plus tôt c'est mieux. J'ai pensé à ça en rentrant chez moi, à toutes les années que j'avais perdues à être petite, à être silencieuse, à être pratique. Mais je ne me suis pas laissé envahir par le regret. Je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais que vivre différemment maintenant. Et je le faisais. En août, j'ai fait un autre voyage. Rien d'aussi extravagant que les Maldives. Juste un long week-end à Santa Fe. J'avais toujours voulu voir les galeries d'art là-bas, les bâtiments en adobe, la façon dont la lumière se posait sur le désert. J'ai conduit au lieu de prendre l'avion, prenant mon temps, m'arrêtant dans de petites villes en chemin. Je suis resté dans une petite auberge avec une cour pleine de fleurs et j'ai passé 3 jours à errer dans les galeries et à manger dans des restaurants dont j'avais lu des critiques en ligne. J'y suis allé seul et j'ai adoré chaque minute. Le dernier soir, je me suis assise dans la cour avec un verre de vin et j'ai regardé le coucher de soleil peindre le ciel de tons d'orange et de rose. Un couple assis à proximité m'a demandé si je voyageais seul. Oui, ai-je dit. Courageux, a dit la femme. Le même mot que j'avais entendu auparavant. Mais cette fois, je l'ai corrigé. Pas courageuse, ai-je dit, juste enfin réveillée. Quand je suis rentré à Denver, j'ai pris une décision. J'y pensais depuis des mois, la pesant, me demandant si j'étais prête. J'ai décidé de prendre ma retraite anticipée du centre d'appel. J'y étais depuis plus de 20 ans, et j'avais assez d'économies maintenant, assez entre ma petite pension et la sécurité sociale pour vivre simplement mais confortablement. Je n'avais pas besoin de luxe. J'avais juste besoin de liberté. J'ai donné mon préavis en septembre. Ma superviseure a été surprise. Vous êtes l'une de nos meilleures employées, a-t-elle dit. Vous êtes sûr? Je suis très sûr, ai-je dit. Mon dernier jour était le 15 octobre. Mes collègues m'ont organisé une petite fête avec un gâteau, des cartes et des vœux. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire de tout mon temps libre. Vivre, ai-je dit. Juste vivre. Ils ont ri, pensant que je plaisantais. Mais je ne plaisantais pas. Pour la première fois de ma vie, j'allais me réveiller sans réveil, sans obligation, sans que personne n'ait besoin que je sois quelque part ou que je fasse quoi que ce soit. J'allais peindre, lire et voyager quand j'en aurais envie. J'allais faire de longues promenades, cuisiner des repas qui prenaient des heures et m'asseoir dans des cafés à regarder les gens passer. J'allais exister sans justifier mon existence. Et cela semblait révolutionnaire. Aaron est venu le week-end après ma retraite avec une bouteille de champagne et des fleurs. Félicitations, maman, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Tu l'as fait. Tu es libre. Nous nous sommes assis sur mon porche arrière à boire du champagne au soleil de l'après-midi. Et elle m'a demandé ce que j'avais appris de tout ce qui s'était passé. J'y ai réfléchi longtemps. J'ai appris que l'amour n'est pas censé effacer, ai-je finalement dit. Que donner n'est pas la même chose que disparaître. Que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts vers des relations plus saines.
Et que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'arrêter de tout faire. Elle était silencieuse, faisant tourner son verre dans ses mains. J'apprends encore ça, a-t-elle dit. Avec ma propre fille, parfois je me surprends à faire ce que tu faisais. À dire oui quand je veux dire non, à donner quand j'ai besoin de garder, et je dois m'arrêter et me souvenir de ce que ça t'a fait. Ce que ça nous a fait à toutes les deux, ai-je corrigé. Tu as perdu une mère qui savait comment être une personne. Je me suis perdu moi-même. Personne n'a gagné. Mais nous réparons ça maintenant. Nous le faisons, ai-je convenu. Un choix à la fois. Elle a levé son verre. Au nouveau choix. J'ai trinqué mon verre contre le sien. Au nouveau choix. Nous sommes restés assises là jusqu'à ce que le soleil se couche, parlant de tout et de rien. Et quand elle est partie, elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Je t'aime, maman. La vraie toi. Pas la version qui a disparu pour me faire de la place. Je t'aime aussi, ma chérie. Après son départ, je suis resté sur le porche, enveloppé dans une couverture, regardant les étoiles apparaître. J'ai pensé à Noël, il y a presque un an, à être assise à cette table et à entendre les mots qui allaient changer ma vie. Tes besoins passent en dernier. À l'époque, ça avait été comme un couteau dans le cœur. Maintenant, c'était comme le réveil dont j'avais désespérément besoin, mais que j'avais eu trop peur d'entendre, parce qu'Aaron avait eu raison. Dans la vie que j'avais construite, dans le schéma que j'avais créé, mes besoins passaient en dernier. Mais c'était de ma faute, pas de la sienne. Et une fois que j'avais enfin entendu la vérité, une fois que je l'avais enfin vue clairement, j'avais pu la changer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les photos des Maldives. Moi sur la terrasse de ma villa, moi dans l'eau, moi au coucher du soleil avec une noix de coco à la main. J'avais l'air heureuse sur ces photos. Vraiment heureuse. Pas le sourire fatigué que j'avais arboré pendant des années en prétendant que tout allait bien. Le vrai bonheur. Celui qui vient du repos, de la paix, de se mettre enfin en premier. J'ai posé le téléphone et j'ai levé les yeux vers les étoiles si brillantes dans le ciel clair d'octobre. Et j'ai pensé à tout ce que j'avais appris en 60 ans de vie. Que le sacrifice sans limite n'est que de l'autodestruction. Qu'on ne peut pas bien aimer les autres si on ne s'aime pas d'abord soi-même. Que dire non n'est pas la même chose que d'être égoïste. Que vos besoins comptent autant que ceux de n'importe qui d'autre. Qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Et que lorsque quelqu'un vous dit où vous vous situez dans sa vie, vous devriez écouter. Puis décider où vous voulez vous situer. J'avais écouté Aaron ce Noël-là. Et puis j'avais choisi. J'avais choisi la liberté. J'avais choisi le repos. Je m'étais choisi. Et je ne reviendrai jamais, jamais sur ce choix parce que j'avais passé 26 ans à être une mère qui s'effaçait. Maintenant, j'apprenais à être une mère qui existait et c'était mieux pour nous deux. Je me suis levé de la chaise du porche, j'ai ramassé ma couverture et je suis rentré. Demain, j'allais dormir aussi tard que je le voulais. Puis peut-être que je peindrais ou lirais ou conduirais quelque part où je n'étais jamais allé juste pour voir à quoi ça ressemblait. Les possibilités s'étendaient devant moi comme une route ouverte. Et pour la première fois de ma vie, c'est moi qui conduisais. Avant de conclure, je veux vous poser une question. Qu'auriez-vous fait à ma place? Quand quelqu'un vous dit que vous passez en dernier, comment réagissez-vous? Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Et si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre vie, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Parce que la vérité, c'est que se choisir n'est pas égoïste, c'est de la survie. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous mettre enfin en premier. Je me suis choisi et je n'ai pas l'intention de reculer. Pour personne. Plus jamais.